Bien, comme pour Shakespeare, où j'avais choisi un moment du théâtre, qui est le théâtre élisabétain, qui a duré relativement peu de temps, 20 ou 25 ans, qui est un de ces moments d'accélération de l'histoire théâtrale pour des tas de raisons, parfois mystérieuses. Là, j'ai proposé sur cette deuxième conférence de s'attarder sur le théâtre de la Régence, et en particulier sur Marivaux, en prenant en particulier comme exemple l'île des esclaves, mais ça ne sera pas la seule pièce que nous allons ni lire ni aborder. Je l'appelle, cette petite conférence, le monde renversé, parce que c'est un moment où tout d'un coup les choses se bouleversent à une vitesse extrêmement rapide, puisque en l'espace d'une dizaine d'années, beaucoup de choses théâtrales, c'est-à-dire de vieilles pratiques, de vieux usages, des techniques, vont être totalement modifiées pour un théâtre qui en grande partie a disparu, c'est-à-dire qu'il nous reste Marivaux, mais que beaucoup d'autres auteurs, que ce soit Le Sage, par exemple, sont bien oubliés, et que même les autres pièces, disons, sérieuses, comme les tragédies de Voltaire, par exemple, sont totalement oubliées de nos jours, pas jouées en tout cas, même si dans certaines d'entre elles, il y a des très belles choses, elles ont quand même pris un sacré coup de vieux. Marivaux, en revanche, lui, et depuis relativement peu de temps, enfin je dirais depuis la fin du 19e, connaît une heure de gloire qui dure, pour des tas de raisons qu'on va voir ensemble, mais aussi parce que c'est un théâtre qui mêle à la fois les sentiments, les idées, et qui, en permanence, va jouer sur les comédiens dans ce qu'ils ont de meilleur. Et c'est aussi pour ça que ça nous intéresse, nous, gens de théâtre, c'est que Marivaux est quelqu'un qui, enfin son théâtre, est toujours en train de nous titiller. On ne sait jamais trop comment on peut jouer ça. Même là, tout à l'heure, en regardant, en abordant certaines lignes, on se dit, mais ça, on peut le dire comme ci, ou on peut le dire comme ça. Les deux fonctionnent peut-être. Après, ça oblige, et c'est pour ça que pour les metteurs en scène, c'est particulièrement intéressant, ça oblige à faire des choix, c'est-à-dire à savoir où on va. C'est un théâtre, si on ne sait pas où on va, on n'arrive pas à le monter. En revanche, dès qu'on a des directions claires, les choses passent comme des lettres à la poste. Et en fait, les choses deviennent tout d'un coup extrêmement simples. Mais la simplicité de Marivaux, avant, pour y arriver, il a fallu souvent beaucoup ramer. Nous allons maintenant parler des Italiens. Pourquoi des Italiens? Parce que à la fin du XVIIe siècle, en 1697 exactement, il y avait une troupe italienne depuis bien longtemps à Paris, il y en avait dans toute l'Europe, mais cette troupe a été chassée par Louis XIV, enfin par Madame de Maintenon, accusée d'avoir fait des libelles contre Madame de Maintenon, d'avoir fait des farces, etc. Mais c'est aussi parce que le théâtre sous Louis XIV, qui avait été au centre de la politique culturelle, je dirais, de Louis XIV, à la fin du XVIIe devient totalement méprisé, décrié, et surtout on se retrouve avec une vraie politique culturelle, c'est-à-dire que pour faire du théâtre et de l'opéra et de la musique, il faut être dans les clous. Donc il y a des autorisations absolument dans tous les coins, et il n'y a plus aucune liberté. La troupe de Commedia dell'arte est faite d'un certain nombre de personnages types, qui en fait sont bien plus anciens. Au moment de Marivaux, y compris de Molière, ce sont des personnages que tout le monde connaît depuis extrêmement longtemps. Alors j'y arrive, les Italiens, la Commedia dell'arte. Pour vous montrer cet exemple, à la cour de Charles IX, donc en 1571, les personnages sont tellement connus que s'habiller en arlequin, en polichinelle, en pantalon, dans un bal masqué, c'est totalement normal. Déjà au XVIe, et en fait les choses se sont à peu près stabilisées au XIVe siècle pour un certain nombre de personnages de Commedia dell'arte, ce sont des types. Les valets, les docteurs, les amoureux, ce sont des types théâtraux qui en fait sont éternels dans l'histoire du théâtre, mais se retrouvent codifiés par le théâtre italien, qui est, comme on appelle ça, la commedia dell'arte, c'est-à-dire faite par des gens dont c'est le métier. Dell'arte, ça veut dire que c'est des pros, tout simplement. Hein, ce sont des pros de la comédie qui vont, à partir de canevas, avec des personnages qui sont toujours les mêmes, broder, inventer et improviser des pièces. Et ils se retrouvent la plupart du temps, pour les grandes troupes de théâtre, et les grandes troupes de théâtre, il y en a, elles traversent l'Europe et elles sont invitées dans toutes les cours du roi royal. Je vous montre également une autre tradition du spectacle, ce sont les spectacles de rue, les spectacles de foire, et c'est en fait
pour ça que j'ai choisi cet exemple-là, c'est la même année, sur une grande place de Florence, où il y a des tas de personnages plus ou moins masqués, qui jouent des choses, j'ignore totalement ce qu'ils jouent, mais enfin, il y a cet aspect festif, avec la plupart du temps une représentation donnée en l'honneur d'un événement. Ça peut être l'arrivée d'un tel personnage, la naissance d'un dauphin, etc. etc. Et on va demander aux troupes de théâtre professionnelles de jouer devant la cour. L'autre tradition, qui n'a plus rien à voir, est celle du théâtre de foire, de la foire paysanne. Là, je vous montre un petit détail dans un tableau flamand, où on voit déjà à quoi ressemble une scène avec un type qui est en train de souffler, là, de dire des trucs, hein, pour dire attention, là ça va être à toi. On peut imaginer, regardez, il y a un accessoire qui a l'air de passer d'un endroit à l'autre, et puis regardez le public qui est donc sur les trois autres tours de la scène, un simple rideau, quelques tas, on voit même un petit chapeau qui dépasse. Le théâtre de foire est un théâtre pauvre, et un théâtre qui se monte en quelques minutes sur des esplanades, avec des gens qui vont faire la manche pour essayer de récupérer quelques sous. Parce qu'en fait, il faut attirer les gens plus que les gens qui sont à côté pour aller voir tel charlatan ou tel arracheur de dents. Il y a également quelques moines qui passent en haut à droite et qui font semblant de rien voir. Cette tradition-là va se mélanger entre donc un aspect extrêmement populaire et un aspect beaucoup plus officiel. Si vous vous souvenez par exemple du Capitaine Fracasse, même si c'est écrit par Gautier au XIXe, ça se passe à l'époque de Louis XIII, et c'est une troupe qui connaît des aléas, c'est-à-dire de temps en temps elle va se retrouver à jouer devant un duc, devant un noble, et puis à d'autres moments dans une taverne où ils sont payés, à un moment donné ils se retrouvent dans un petit village, et ils sont payés en saucisson, en jambon, en ligne de lait, enfin dans des choses comme ça, avec ce qu'ils peuvent. De temps en temps ils crèvent de faim, et puis dès qu'ils ont un petit peu d'argent, ils se remettent. Je vous ai dit, tout ça se retrouve codifié. Donc il y a quelque chose qu'on appelle le recueil Fossard, qui est une collection de plein de personnages. Là j'en ai également un petit bouquin de Maschere Italiane, où on se retrouve avec une cinquantaine de personnages typiques de Commedia dell'arte, que ce soit des zanni, c'est-à-dire des valets. Zanni, c'est une déformation de Giovanni, qui est donc un prénom courant donné aux valets. Globalement, on a quoi comme catégorie? On a les zanni, on a les maîtres qui, eux, vont être soit des vieux, donc, qui vont donner des Gérontes et autres dans le théâtre de Molière ou ailleurs, c'est-à-dire des vieux barbons, qui vont donner également pantalons, et puis des personnages qui sont des personnages de pédants, c'est-à-dire le docteur étant un personnage récurrent. Après, on a les amoureux là-dedans, c'est-à-dire les Valère, les Léandre, comment il s'appelle dans Capitaine Fracasse, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Enfin bon, il y a un bellâtre comme ça qui n'a qu'une seule obsession, c'est de se faire une femme du haut monde. Il passe tout son temps en Capitaine Fracasse à essayer de trouver la marquise ou la baronne qui voudrait bien coucher avec eux. Oui. Mais donc c'est des personnages qui sont directement récupérés du théâtre antique ou pas? Parce qu'on a exactement les mêmes personnages dans absolument. le théâtre antique. C'est pour ça que je dis que c'est éternel. Il y a une tradition qui vient de Plaute et Terence. Oui. J'en avais parlé quand j'avais fait la conférence sur Shakespeare. C'est-à-dire qu'il y a eu une redécouverte officielle, parce que ça n'a jamais été vraiment oublié, mais du théâtre de Plaute et Terence au Moyen-Âge, en particulier au XIIIe, XIVe siècle, où on s'est mis à rejouer tout ce répertoire-là et à redécouvrir, parce que souvent c'était des textes qui étaient partis quelque part en Orient, qu'on a sauvé de Constantinople, enfin il y a des trucs qui ont des mésaventures invraisemblables, mais c'est vrai que ce sont des figures théâtrales qui datent, enfin, qui pour moi sont vieilles comme le chariot de Thespis. On ne sait pas quand ça a commencé, je ne sais pas à quel moment on a décidé de déterminer ces types-là. Ce que je veux dire, c'est que même les noms des personnages, c'est-à-dire les arlequins, les scaramouches, les personnages comme ça, sont passés dans le langage courant depuis très longtemps quand on arrive à Marivaux. Ce ne sont pas du tout parce que, on peut imaginer ça, il y a la troupe des comédiens italiens qui reviendra à l'époque de la Régence, on pourrait se dire, ah ben c'est une sorte de nouveauté. Ça n'est pas une nouveauté, c'est une tradition. Maintenant, c'est une tradition qui fonctionne sur l'improvisation. Alors, je suis un peu en avance sur ce que je voulais raconter. Léandre, voilà, il s'appelle Léandre dans le Capitaine Fracasse. Donc, ces personnages de valets ou ces personnages d'amoureux
vont être reconnaissables absolument dans toute l'Europe par des costumes qui sont à peu près toujours les mêmes, pour une simple raison, c'est que les comédiens jouent toujours le même rôle. Le matamor joue toujours le matamor, le capitaine. L'amoureux joue toujours l'amoureux, jusqu'à ce qu'il soit trop vieux et qu'à un moment donné, on va lui dire, écoute, tu perds tes cheveux, tu vas peut-être jouer un autre personnage. C'est ce qui arrive également dans la troupe du Capitaine Fracasse. Je dis ça parce que c'est un bon exemple de troupe de comédien, où la fille qui jouait la première amoureuse, vieillissante, se retrouve à jouer les duels, et puis parfois des rôles masculins, enfin des rôles comme ça, il faut bien faire avec. Scaramouche est un surnom donné à un acteur de l'époque Molière, pré-Molière en fait, qui a beaucoup inspiré évidemment Scapin. Ça pour dire qu'il n'y a pas d'empêchement dans une tradition d'inventer des codes nouveaux en permanence. Et ce qui est intéressant, c'est que les valets, les zenni, le but pour un arlequin, pour un scaramouche, pour un scanarelle après, de se faire remarquer, c'est de marquer des différences. Alors après, on va donc, enfin les comédiens vont se trouver entre eux des petites différences. On va avoir l'arlequin qui va être un personnage entier, balourd, dirigé par ses instincts, qui veut d'abord manger et boire, après draguer, mais d'abord manger et boire. Hein. Bon, s'il n'a pas le ventre plein, il ne pourra pas aller à l'étape suivante. Il y en a d'autres, c'est d'abord les femmes. Il y en a d'autres, c'est des intrigants. C'est ce qui va donner Scapin d'ailleurs, qui est un personnage quand même assez sombre, qui n'hésite pas à taper quelqu'un, et violemment. Jamais Harlequin ne donne des coups de bâton à quelqu'un dans un sac. Il va le donner à pantalon, dans des conditions plus ludiques, disons. Donc cette première partie d'influence du théâtre italien en France va s'achever brutalement donc à la fin du XVIIe avec cette expulsion de Paris dans des conditions qui sont assez dramatiques, hein, c'est-à-dire que vraiment ils se retrouvent chassés du jour au lendemain, ils repartent en Italie, il y en a d'ailleurs certains qui vont mourir quasiment de tristesse parce qu'ils avaient toujours été là, donc ils n'ont pas compris tout de suite ce qui leur arrivait, mais ils vont vite retrouver d'autres engagements, en particulier à la cour de Parme, et en 1715, quand le roi Louis XIV meurt, une des premières décisions du régent, de l'arrière-petit-fils, pardon, Louis XV, c'est l'arrière-petit-fils de Louis XIV, et je crois que le régent est l'oncle de Louis XV. Il me semble, hein, je ne dis pas de bêtises. Donc Philippe d'Orléans va décider de tout de suite rouvrir les théâtres. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, il y a quelques embêtements. C'est que tout ça a été extrêmement codifié par son prédécesseur. Et qu'est-ce qui se passe en particulier? Il y a des tas d'interdictions. Il n'y a que la comédie française qui a le droit de faire du théâtre dans le pays, qui a le droit de parler. Si on veut chanter, c'est l'opéra qui a le seul... on appelle ça d'ailleurs le décret, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est tout dans mon texte, il est là. Donc la troupe italienne de Luigi Riccoboni revient en 1716 et va se présenter d'abord sur les théâtres de foire, parce que tout ça, il n'y a plus beaucoup de lieux théâtraux, donc ils cherchent des lieux pour se représenter. Il y a deux comédiens qui sont particulièrement remarqués dans cette troupe, qui sont donc Sylvia. Sylvia qui est une jeune femme qui joue les premières amoureuses, et qui va créer une bonne partie des rôles principaux du théâtre de Mario. Et Thomasin qui est un arlequin, paraît-il, toutes les critiques sont très très fortes sur lui. C'est un personnage qui est arrivé, il parlait à peine français, en un an ou deux, s'est mis à improviser en français de façon totalement éblouissante, et s'est retrouvé invité dans de nombreux salons. Vous connaissez tous ce tableau de Watteau, évidemment. Watteau, même si c'est un peu plus... non, c'est pas tardif, c'est vraiment l'époque, mais représente beaucoup de personnages de Commedia dell'arte mélangés à des scènes de cour, parce que tout simplement, soit on invite les comédiens à jouer en plein air dans une scène de cour, soit il arrive très fréquemment que les nobles aussi décident de jouer du théâtre. C'est une tradition qui va se retrouver dans tout le XVIIIe siècle, où des personnages, même des personnages importants, des rois en particulier, vont se grimer, se déguiser pour jouer des personnages. Donc cette troupe de comédia que Watteau a représentée, regardez ce qu'il y a là-dedans. C'est-à-dire au milieu un personnage qui joue de la musique,
des personnages autour qui sont tous relativement jeunes. Un peu à droite de notre Pierrot, il y a un personnage masqué. Mais le masque commence à ne plus être tellement utilisé. Alors, Xavier m'a fait la joie d'apporter quelques masques, des vrais masques de comédiens. Ça, c'est un masque d'acteur, ça Pantalone. Un pantalone qui est un peu nerveux, quoi. Et un masque d'Arlequin. Mais Thomas a un visage qui lui-même est drôlement... c'est assez drôle, parce qu'il a un visage... On a l'impression qu'il n'en a pas besoin. Il a un visage extrêmement expressif. Oui. Il est quand même représenté avec son masque d'Arlequin. Le masque d'Arlequin a souvent des bosses. Toujours toujours au moins une. Selon une tradition, il y en a beaucoup de traditions. Il y a une tradition qui dit que c'est des raies de cornes. Mais en tout cas... c'est un personnage qui a un passé un petit peu animal. Donc il y a des arlequins chats, il y a des arlequins cochons, bien sûr, avec un groin, il y en a avec un singe, et le comédien, selon son habileté physique, va aller plus ou moins dans telle ou telle direction. La plupart du temps, le masque, le comédien se le fait pour lui et quasiment toute sa vie. C'est-à-dire c'est un objet qui est un objet distinctif et très précieux. Ça, c'est du cuir. C'est du cuir. Celui-là, il est asservi. Arlequin était démigré, parce que ça venait de... C'est le bergamasque. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui parle une langue, un patois. Bergamote. Voilà. Et donc voilà, c'était celui qui arrivait dans le port de Venise. C'était au service de Pantalone, qui est un peu le seigneur. Voilà. Et donc il y a toujours cette référence aux animaux. Hein. C'est-à-dire que, évidemment, le personnage de Pantalone, il y a un côté aigle, il y a un côté rapace. Et ça, c'est Scaramouche. Voilà, avec un nez. Non, ça, c'est pas un vrai. Alors, la tradition veut qu'on ne mette pas les doigts dans les yeux, parce que sinon, ça crève les yeux du personnage. Ah Attention. Je dis ça. Et aussi qu'on ne met jamais les masques et qu'on ne les enlève pas à vue. Voilà, c'est ça. C'est une tradition nombreuse. Alors, je reviens un peu sur les sources d'inspiration du théâtre au moment de la Régence. D'une part, qu'est-ce que les gens ont vu depuis 20 ans? Ils ont vu des théâtres représenter des tragédies classiques et des tragédies lyriques en grand nombre, avec des machineries de plus en plus délirantes, de plus en plus élaborées, de plus en plus coûteuses. On a fait appel à des marins, pour une bonne partie des théâtres, pour faire la machinerie dans les théâtres. D'ailleurs, encore aujourd'hui, le vocabulaire du théâtre, le vocabulaire des cintres, ressemble beaucoup. Il y a des termes de marine. De toute façon, vous savez bien que nous avons des fils partout, qu'on n'emploie jamais le mot corde au théâtre, jamais sur une scène. Là, déjà, rien que j'ai dit corde, les deux comédiens, ils ont sursauté. Quelqu'un dit le mot corde à l'opéra, il est obligé de payer un coup absolument à tout le monde, et s'il y a 1000 personnes, eh bien c'est 1000 personnes. Aujourd'hui, c'est 1000 personnes, mais il y a un temps où le type, on mettait dehors, ça porte malheur. Alors, sur un bateau comme au théâtre, la corde, c'est uniquement pour pendre quelqu'un. Donc, il vaut mieux éviter. Donc, on a des fils, des drisses, des bouches, des tas de trucs. Alors, c'est un exemple, mais la naissance des cintres, c'est-à-dire des passerelles qui sont au-dessus du public, est quelque chose qui a été à peu près codifié en Italie au moment de la Renaissance, à la fin du XVIe, enfin au milieu du XVIe même, et en particulier tout le théâtre lyrique, parce que le XVIIe c'est vraiment la grande époque de la naissance de l'opéra, va faire appel à des machineries de plus en plus élaborées. Là j'en ai juste une pour vous montrer un petit exemple, c'est-à-dire un personnage à l'intérieur d'une sorte de griffon, et qui peut agiter les pattes du griffon. Il est sur un chariot à roulettes, donc vous pouvez imaginer qu'il avance sur quelque chose tout en ayant les pattes qui patinent. Je ne sais pas si la queue bougeait, je crois pas. Mais c'est juste un exemple, comme il y en a des dizaines, de machineries d'opéra. Or, il y a un autre lieu, tiens, ça n'a rien à voir, je ne sais pas ce qu'il fait là, c'est peut-être pour un cité, Ariane est parti, pour un cité, Ariane nous servir du chocolat, c'est-à-dire le théâtre de foire. Le théâtre de foire est un théâtre qui n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, un théâtre pauvre, c'est-à-dire qu'on fait des théâtres assez compliqués, c'est un petit peu comme dans Les Enfants du Paradis, hein, où on a le boulevard du crime avec des tas de théâtres les uns à côté des autres. Il y en a, c'est très cheap et c'est juste 3 bouts de ficelle, mais il y en a d'autres, comme Les Funambules, c'est un sacré morceau.
pour le théâtre de foire, la foire Saint-Germain et la foire Saint-Laurent, on a des lieux de plus en plus élaborés, mais qui respectent toujours un petit peu ce principe. C'est-à-dire des... Pardon, on approche là. Quand on est en plein air, on a un vélum qui est par-dessus le spectateur. Vélum, il y avait ça déjà au Colisée. Hein. Je veux dire, c'est quelque chose qui est très très ancien comme façon de se protéger du soleil. Il y a cette structure-là qu'on appelle manteau d'arlequin, et puis le rideau, et puis là nous avons des châssis qui vont représenter des décors. Nous avons très peu de changements de décor sur un lieu comme celui-là, mais en fait donc ce sont des feuilles. Les décors sont uniquement représentés avec un fond et puis des pans successifs. On va appeler d'ailleurs des pendrillons s'ils peuvent s'en aller au cintre, mais ce n'est pas toujours le cas. Là c'est une scène de Commedia dell'arte représentée à Venise au XVIIIe, donc avec des personnages qui n'hésitent pas à s'adresser au public. Si j'avais un truc un peu plus grand, on verrait qu'il y a des gens qui ramènent des sièges, d'autres qui se font servir à boire, etc. Beaucoup de public n'est pas franchement en train de regarder le spectacle étant aussi un petit peu dans la salle. Et nous avons Arlequin avec sa batte. Je crois que je voulais un peu plus gros. Ici, c'est la même chose. Maintenant, je voudrais qu'on vienne un peu sur la pièce qui m'intéresse aujourd'hui, qui est celle qui est l'île des esclaves. Marivaux est un curieux personnage qui a commencé à faire du journalisme, à écrire des romans. Il a même fait une tragédie. Il s'est cherché quand même assez longtemps. Il y a quelque chose qui a accéléré sa carrière, tout simplement, c'est qu'il s'est retrouvé ruiné. En 1720, il y a eu le système de Law, on doit dire l'AS, je crois qu'on disait l'AS à l'époque, enfin ça s'écrit Law, L-A-W, qui a provoqué un grand nombre de faillites, c'est-à-dire une émission de papier-monnaie qui a mal tourné. Je ne sais pas si je devrais dire ça aujourd'hui dans cette période. Donc une nouvelle monnaie avait été créée et qui s'est bien effondrée. Marivaux a perdu tout son argent et s'est mis à chercher des moyens de gagner un petit peu d'argent, a écrit énormément dans les journaux qui explosaient à l'époque sur l'imitation du modèle anglais. Donc il y avait un journal à Londres qui s'appelait Le Spectateur, il a fait Le Spectateur français, dans lequel il a écrit un grand nombre de textes et en particulier de critiques. Donc il allait très souvent voir les spectacles et faisait des papiers, comme on dirait, sur ce qui se jouait. En 1718, à la foire Saint-Laurent, s'est jouée une pièce qui s'appelait Le Monde renversé. Mais pour que vous compreniez ce qui se passe, je vous l'ai dit, il y avait des tas d'interdictions. Ben voilà celle que je cherche. Un an avant, les foires de Saint-Laurent et de Saint-Germain n'avaient pas le droit de parler. Et pourtant, ils faisaient du spectacle. Donc, ils faisaient de la pantomime. Et ils avaient trouvé des astuces. L'astuce, c'est qu'ils faisaient parler le public. En sortant des écriteaux. Et c'était le public qui lisait les écriteaux à haute voix. Et si jamais l'acteur se retrouvait à parler, aussitôt, il y avait un censeur du gouvernement qui était là. Ah non, vous n'avez pas le droit de parler, et donc on va fermer votre théâtre. C'était pourtant la vérité. Et au nom de quoi? C'était quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est que le seul théâtre qui avait le droit de parler, c'était la Comédie Française. C'était pour protéger la Comédie Française. Protéger la Comédie Française. Ça a duré comme ça pendant une vingtaine d'années, jusqu'à ce que ça a changé. Je vais vous le dire précisément, parce que la date, je l'ai, c'est-à-dire l'interdiction. L'interdiction du théâtre parlé sur les théâtres de foire date de 1700, mais ensuite elle a été annulée en 1700, combien, j'arrive plus trop à lire, en 1716. Et donc ça c'est un texte d'une autre pièce de Le Sage qui s'appelle Arlequin, roi de Serendib, c'est-à-dire d'une île imaginaire. Je vous dis le début parce que vous allez comprendre. Une petite note en bas de page. Les écriteaux étaient une espèce de cartouche de toile roulée sur un bateau, et dans lequel était écrit en gros caractères le couplet, avec le nom du personnage qui aurait dû le chanter. L'écriteau descendait de cintre, était porté par deux enfants habillés en amour, qui le tenaient en support. Les enfants suspendus en l'air par le moyen des contrepoids déroulaient l'écriteau. L'orchestre jouait aussitôt l'air des couplets et donnait le ton aux spectateurs, qui chantaient eux-mêmes ce qu'ils voyaient écrit, pendant que les acteurs y accommodaient leurs gestes. Donc là, j'ai un texte où on se retrouve avec Arlequin, qui ne dit pas un mot. Arlequin fait naufrage dans une île, ça ressemble exactement au début de l'île des esclaves. Arlequin, après avoir fait naufrage sur la côte de Serendib,
s'avance dans l'île, il tient une bourse, il paraît un peu consolé de sa disgrâce, ce qu'il exprime par un écriteau qui contient ces paroles. Auprès de ce rivage, hélas, notre vaisseau, avec tout l'équipage, vient de fondre sous l'eau. Un procureur du Maine, dans la liquide plaine, a trouvé son tombeau. Moi, grâce à mon génie, j'ai pu sauver ma vie et l'argent du manceau. Ce couplet chanté, il s'assied à terre et se met à compter son argent, etc., etc. Il y a un autre personnage qui arrive. Enfin, et je n'ai en fait une pièce qu'avec des didascalies. Il n'y a pas un mot échangé entre les personnages sur une 50aine de pages. En revanche, il y a un grand nombre de couplets. Alors, évidemment, ce sont des vaudevilles, c'est-à-dire que ce sont des parties chantées que le public va chanter. Parce que le public, lui, peut retrouver certains airs. Alors finalement, c'est toujours les mêmes. J'ai regardé de pièce en pièce, on retrouve toujours les mêmes, y compris d'ailleurs dans une pièce, ils vont servir du même air 10 fois, 15 fois, 20 fois. Mais tout ça ne dure pas, donc, jusqu'à ce qu'il y ait de nouveau l'autorisation de parler. Et là, nous allons faire appel à nos amis, c'est moi qui vais lire les didascalies, pour le début de cette pièce de Le Sage, qui a été représentée à la foire de Saint-Laurent en 1718 et qui s'appelle Le Monde renversé. Le théâtre représente une plaine remplie de tentes. On y voit des grotesques, des arbres et des animaux extraordinaires. Scène première, Arlequin, Pierrot. On les voit tous deux en l'air, montés sur un griffon, qui traverse 2 ou 3 fois le théâtre, et qui tantôt s'élève et tantôt descend. Tiens-toi bien. Tiens-toi bien toi-même. Notre cheval vient de broncher. Il va d'une vitesse extrême. Nous allons tous deux trébucher. J'ai quelquefois couru la poste aux ânes. Voici le premier oiseau que j'ai monté. Bon, un oiseau, c'est un poisson volant. Mais où diable ce maudit animal nous mène-t-il? Le griffon s'abaisse, Arlequin et Pierrot descendent. Ah, nous voici à terre. Il me semble que nous avons bien fait du chemin dans les airs. Ah oui, ma foi. Il faut que nous ayons passé par-dessus la Méditerranée, la rivière de Seine, la mer Noire et la rivière des Gobelins. Il est vrai, je crois avoir vu tous mes pieds, sous mes pieds, Constantinople, Chaillot, la Chine et Passy. Mais je voudrais bien savoir où nous sommes. Et moi, tout de même, je crains qu'on nous ait transformés dans un mauvais pays. Transportés dans un mauvais pays. Je n'en ai pas bon augure non plus. Morbleu, qu'allons-nous faire, mon cher Pierrot, ici? Cela me désespère. Cela m'afflige aussi. Dans ce climat sauvage, sans crédit, sans argent, nous resterons pour gage si l'appétit nous prend. S'il nous prend, il nous a déjà tout pris. Est-ce que tu n'as pas faim? Pardonnez-moi, vraiment. Et encore plus soif. Je crois que je mangerai bien à présent un bon saucisson de Boulogne. Je le croquerai jusqu'aux arêtes. Et moi, je boirai bien une pinte de vin, mesure de Saint-Denis. Il descend aussitôt du cintre sur la tête d'Arlequin un gros saucisson et une bouteille sur celle de Pierrot. Oh, merveille! Oh, merveille! Un invisible échafaud me... Échanson. Un invisible échanson me fournit une bouteille. Oh, merveille, oh merveille! Merveille, oh merveille! J'aperçois un saucisson d'une grosseur sans pareil, oh merveille, oh merveille! Assurément, il y a de l'enchantement à cela. En vérité. Il se jette sur le saucisson et la bouteille et s'asseye à terre. Mon ami, le pays est meilleur que nous le pensions. Il ne nous manque plus qu'une table à présent. Il sort dans le moment une table à 2 couverts de dessous le théâtre. Une table et des couverts? Comment diable? On n'a qu'à souhaiter ici. Ah, je commence à deviner dans quel pays nous sommes. Nous avons été tous deux valets de Merlin. Après l'avoir servi 2 ans, souviens-toi que ce grand prophète nous a promis que dans certains temps, notre fortune serait faite dans un pays rempli de biens. Oui, par ma foi, je m'en souviens. Même, il nous dit que ce séjour serait extraordinaire,
que nous n'aurions le long du jour qu'à manger et qu'à rien faire, que nous pouvions tout demander, qu'il nous ferait tout accorder. C'est un homme de parole. Viva le prophète Merlin! Puisqu'on a tout ce qu'on demande, il me faut un dindon tout cuit. Il descend un dindon. Moi, je voudrais, au lieu de viande, des macarons et du biscuit. Il descend une corbeille pleine de macarons et de biscuits. Je mangerais bien du laitage pour me rafraîchir les poumons. Il descend un plat de crème. Moi, je demande du fromage, avec quelques petits ratons. Il descend du fromage et des ratons. Ils se mettent tous deux à manger goulûment et comiquement. À présent que nous sommes bien guédés, que demanderons-nous? Je souhaite une fille de 18 à 20 ans. Qu'elle soit drue et bien gentille. Qu'elle ait surtout des yeux friands. Et moi, je demande une dont je fais seul chéri, qui puisse faire ma fortune si je veux être son mari. Il paraît deux jeunes filles. Votre bille, les voici toutes les deux. Oh, rien n'est plus plaisant. Quoi donc? On peut se mettre à table, manger et boire comme un diable, pour l'écho ne débourse rien, et après cela, d'une donzelle, si vous souhaitez l'entretien, vous voyez paraître la belle. mais il n'y a point d'endroit au monde qui vaille celui-ci. Merci. Ils se retrouvent donc dans une île, dans un endroit invraisemblable, où, comme ça a été dit, il suffit de demander quelque chose pour que ça arrive, et c'est le monde renversé parce que tout en fait se déroule comme ça devrait. C'est-à-dire que les maris ne sont pas cocus, que les femmes sont vertueuses, que les procureurs sont honnêtes, et donc Arlequin et Pierrot vont de surprise en surprise, parce qu'à chaque fois qu'ils rencontrent quelqu'un, à un moment donné, ils rencontrent un philosophe, qui est un vrai philosophe, qui n'est pas une sorte de docteur pédant qui va parler en grec et en latin. Non, non, c'est quelqu'un de très gentil, très courtois, qui va leur dire « Ah oui, vous avez raison », et qui vont vraiment parler. Enfin, nous sommes donc dans le monde renversé, c'est-à-dire que ce monde est un monde de la raison et de l'équilibre complet. Alors, il y a une fin qui est complètement loufoque, c'est-à-dire qu'ils vont rencontrer la bonne foi et l'innocence, qui sont représentés par des personnages, que Arlequin va essayer de peloter l'innocence, qui va dire « Oh, moi, on ne touche pas, hein, je suis l'innocence ». Alors, le brave Merlin, dont on a parlé là, va arriver avec une baguette et chasser des deux personnages tous leurs mauvais penchants. Et au fur et à mesure que ça part de d'eux, je ne sais pas comment ça se représentait, Arlequin se dit « Ah, je sens que je perds ceci, que je perds cela, et que je me sens élevé vers d'autres atmosphères supérieures. » On est dans un théâtre qui commence à découvrir une certaine utopie. C'est pas juste l'île des esclaves ou le monde renversé, c'est qu'il y a énormément de pièces. C'est sidérant de voir le nombre de pièces. J'en ai moi-même trouvé une bonne quarantaine de pièces qui va parler de pays imaginaires, d'îles utopiques, où on va inventer des systèmes politiques plus ou moins loufoques. Pourquoi on a tout ça? D'abord parce qu'il y a une tradition maintenant, qui est la tradition du voyage. C'est-à-dire qu'on a énormément de récits de voyage, parce que la littérature, depuis la fin du XVIIe, qui était essentiellement religieuse, c'est-à-dire la plupart des gens avaient des livres chez eux qui étaient des livres religieux, des livres de pensée religieuse. Mais progressivement, comme le roman était très très mal vu, en revanche, les récits de voyage, ils sont un peu passés comme ça en douce. Et les récits de voyage, qui étaient la plupart du temps imprimés à Amsterdam ou à Londres, mais à Paris on s'y est mis aussi, se mettent à raconter des choses, en particulier sur des modes de fonctionnement dans des pays lointains, qui permettent, d'une certaine façon, de critiquer ce qui se passe dans le pays où nous sommes. Pour vous donner un petit exemple, je crois que c'est en 1721 que paraissent les lettres persanes. On est vraiment dans cette atmosphère que nous allons utiliser l'Orient, nous allons utiliser les rêveries sur les pays lointains pour faire passer des idées neuves. Une autre pièce de Le Sage qui s'appelle L'île des Amazones et qui finalement n'a pas été jouée. J'ai retrouvé le texte, qui devait être représenté à la foire de Saint-Laurent en 1718, mais dont on n'eut pas besoin, et que la suppression de l'opéra comique a empêché d'être joué depuis.
Ce texte n'est pas un texte de 1718, il date de 1748 à peu près, c'est-à-dire l'époque où réellement l'opéra comique a été fermé. Dans l'île des Amazones, que j'ai pu lire, c'est tout simplement une île où c'est les femmes qui ont le pouvoir. Bon. Elles en usent de façon assez maladroite, c'est pas une grande pièce, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, Le Sage, il n'est pas resté non plus pour son théâtre, hein, ses romans sont bien meilleurs. C'est souvent assez verbeux, ça n'en finit pas. Il est à l'aise dans la bouffonnerie, comme dans la pièce qu'on vient de lire, mais dès qu'il commence à essayer de passer un cap supérieur, soit du sentiment, soit de, disons, de la philosophie, il est quand même pas totalement au niveau de notre ami Marivaux. Donc la pièce de Marivaux, 1725, l'île des esclaves, il n'y a que 5 personnages. Ces 5 personnages, il y en a 2 qui viennent directement de la comédie italienne, c'est Arlequin et Trivelin. Il y en a 3 qui ont des noms, qui sont des noms à consonance grecque plus ou moins ésotérique. D'ailleurs, l'histoire est censée se passer dans l'Antiquité. Ça se passe, il est question d'Athènes, de retourner à Athènes, de retourner en Grèce. Enfin, il est question d'esclaves et de maîtres, mais au sens antique du terme. Mais en même temps, qu'on ne se leurre pas, on n'est pas du tout dans une atmosphère antique. Clairement, on est au même 18e de la foire de Saint-Germain que sur les autres pièces dont on a parlé. Les personnages fonctionnent avec des couples. Je raconte rapidement pour ceux qui ne connaissent pas, même si je vous avais demandé a priori de lire la pièce avant de venir. Tout simplement, Arlequin et Iphicrate arrivent sur le plateau après un naufrage. Le thème du naufrage est un thème récurrent dans tout le théâtre de cette époque-là. D'ailleurs, il y a un bouquin qui vient de sortir à ce moment-là, qui est le Robinson Crusoe de Defoe, qui a un succès absolument énorme et qui aussitôt est transformé, approprié. Il y a des pièces, mais des dizaines de pièces qui sont des adaptations de Robinson Crusoe. Et ça va être pareil d'ailleurs avec les voyages de Gulliver de Swift en 1727. On va très vite avoir des Arlequins et Abrobningham, Arlequin et les Huns, je n'aurais jamais à le dire. On va se retrouver avec Arlequin rencontrant les personnages de Swift. Évidemment, Arlequin devenant Gulliver. Sur l'île des esclaves, débarquent Iphicrate et Arlequin, donc le maître et l'esclave. Et Arlequin reconnaît, on se demande pourquoi d'ailleurs, mais cette île comme étant l'île des esclaves, qui est une île où, encore une fois, c'est un monde renversé. C'est une île où les esclaves ont pris le pouvoir, et comme le raconte Trivelin, qui est un personnage, qui est le maître de l'île, on ne sait pas à quel titre exactement, mais enfin en tout cas c'est une république, Trivelin expose la règle, qui est que dans l'ancien temps, on tuait carrément les maîtres, et puis on se dit, bon, plutôt que de les tuer, on va essayer de les corriger. On est dans cette idée que je trouve extrêmement intéressante, qui est que nous sommes dans un système sociétal injuste. Il est injuste pas par essence, il est injuste par ce que nous en faisons. Et arrivent certaines idées qui vont s'appeler liberté, égalité, fraternité au cours du siècle, mais d'abord avec celle de la fraternité. Une phrase extrêmement importante qui est dite par Trivelin à la fin, qui est « La différence de conditions n'est qu'une épreuve que les dieux font sur nous ». On retrouve ce thème christique, enfin ce thème biblique, pardon, qui est que ce sera plus difficile pour les riches d'aller au paradis que pour les pauvres. Il va falloir que ceux qui ont une condition supérieure fassent plus d'efforts que ceux qui ont une condition inférieure, parce qu'ils ont beaucoup, on leur a donné beaucoup, on leur demandera beaucoup. Arlequin, lui, est un personnage entier qui va tout de suite comprendre l'intérêt qu'il a à cette nouvelle situation, alors que dans un premier temps, Iphicrate, lui, court après son pouvoir qu'il a perdu. Iphicrate, d'ailleurs, ça veut dire qu'il tient son pouvoir par la force ou quelque chose comme ça. Donc c'est un personnage assez antipathique, assez fade, on peut bien le dire. Je le dis d'autant plus crûment que je l'ai moi-même joué au théâtre plusieurs fois. C'est un personnage qui n'est pas évident parce que justement il a assez peu d'aspérité. Il est d'abord un symbole, on peut dire. C'est d'abord quelqu'un qui va représenter le maître. Un peu écervelé, un petit peu ne réfléchissant pas, étant d'abord un costume. Enfin, en gros, c'est une baudruche. Alors qu'Arlequin, lui, va gagner en force, en puissance, en intensité au cours de la pièce. Là-dessus, on voit l'intérêt et le travail que Marivaux a fait avec les Italiens. Les Italiens
avait l'habitude d'improviser sur des thèmes, sur des canevas qui étaient toujours les mêmes, mais avec des variations multiples. Marivaux lui arrive avec un thème de pièce, comme il y en a beaucoup, je vous l'ai dit, le fait d'avoir une île des esclaves, en soi, ça n'a rien de particulièrement innovant. En revanche, ce qui va être innovant chez Marivaux, c'est de s'approprier la totalité du thème dans toutes ses composantes, c'est-à-dire une composante politique et une composante sentimentale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence chez Marivaux entre tous les États. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a beaucoup critiqué, Marivaux, en disant à chaque fois, mais en fait, vous êtes en train de ne faire que de peser des petits sentiments entre des personnages qui se demandent est-ce que j'aime pas, et qu'est-ce que j'aime, mon orgueil, enfin, une sorte d'introspection permanente des personnages qui sont relativement peu dans l'action et qui sont toujours dans la description de ce qu'ils pourraient faire s'ils agissaient. C'est les fameuses, on appelait ça les toiles d'araignée, non pardon, les crottes de mouche pesées avec des toiles d'araignée qu'évoquait Voltaire. Pas les crottes de mouche, les œufs de mouche. On est effectivement à l'opposé du théâtre de Voltaire et de la grande tragédie classique avec ce répertoire-là. Iphicrate et Arlequin rencontrent très vite Trivelin et se rendent compte qu'il y a un autre couple, un couple miroir, ça fonctionne beaucoup comme ça chez Marivaux, c'est-à-dire cette fois un couple de femmes qui sont Euphrosine, la maîtresse, et Cléantis, la servante, qui sont également des rescapés. En fait, il y en a peut-être d'autres, des rescapés, mais très vite, nos deux couples d'hommes et de femmes deviennent emblématiques de tous les survivants de ce naufrage. Et Trivelin va leur expliquer la règle. Je peux vous la trouver. Quand nos pères, irrités de la cruauté de leur maître, quittèrent la Grèce et vinrent s'établir ici dans le ressentiment des outrages qu'ils avaient reçus de leur patron, la première loi qu'ils y firent fut d'ôter la vie à tous les maîtres, que le hasard ou le naufrage conduirait dans leur île, et conséquemment de rendre la liberté à tous les esclaves. La vengeance avait dicté cette loi. 20 ans après, la raison l'abolit, et en dicta une plus douce. Nous ne nous vengeons plus de vous, nous vous corrigeons. Ce n'est plus votre vie que nous poursuivons, c'est la barbarie de vos cœurs que nous voulons détruire. Nous vous jetons dans l'esclavage pour vous rendre sensibles aux maux qu'on y éprouve. Nous vous humilions afin que nous trouvant superbe, vous vous reprochiez de l'avoir été. Votre esclavage, ou plutôt votre cours d'humanité, dure 3 ans, au bout desquels on vous renvoie si vos maîtres sont contents de vos progrès. La raison, d'un côté, la barbarie, de l'autre. Et puis, comment on passe de l'un à l'autre? Il y a beaucoup de questions d'humilité, en tout cas de rabattre un orgueil. L'orgueil et l'amour-propre, c'est quelque chose qui traverse tout le théâtre de Marivaux. Le nombre de personnages qui hésitent, qui ne veulent pas avancer parce qu'ils sont bloqués par une image d'eux-mêmes, parce qu'ils ne veulent pas aller vers l'autre, parce qu'ils s'en empêchent, par amour, par loi sociale, par interdiction parentale, pour toutes sortes de raisons. Mais l'amour-propre est un élément moteur fondamental. Donc Arlequin se retrouve le maître d'Iphicrate, Euphrosine la suivante de Cléantis, Trivelin les fait parler pour leur demander en gros comment était leur maître, et c'est des descriptions assez classiques, c'est-à-dire qu'Iphicrate était un joueur, un petit maître qui passait son temps à sortir des petites phrases dans les salons, mais en fait c'est un écervelé qui n'a jamais rien fait de bien, et qui passait son temps à tabasser Arlequin dès qu'il était un peu de mauvaise humeur. De son côté, Cléantis Euphrosine, Cléantis va dresser un portrait d'Euphrosine qui est totalement dramatique, où sa maîtresse est une coquette, insupportable, minaudière, jalouse, enfin qui a tous les péchés du monde, et Cléantis est elle-même d'ailleurs assez jalouse de sa maîtresse d'une certaine façon. Nous allons passer directement à la scène 6, qui est une scène où Cléantis et Arlequin décident de jouer les maîtres. Et pour jouer les maîtres, il faut parler comme eux. Il ne suffit pas d'avoir leur habit. Et parler comme eux quand on est un homme et une femme, ça veut dire faire une conversation amoureuse ou sentimentale. Seigneur Iphicrate, peut-on vous demander de quoi vous riez? Je ris de mon Arlequin qui a confessé qu'il était un ridicule.
Cela me surprend, car il a la mine d'un homme raisonnable. Si vous voulez voir une coquette de son propre aveu, regardez ma suivante. Malpeste! Quand ce visage-là fait le fripon, c'est bien son métier. Nous parlons d'autre chose, ma belle demoiselle. Qu'est-ce que nous ferons à cette heure que nous sommes gaillards? Ah, mais la belle conversation. Je crains que cela ne vous fasse bailler. J'en baille déjà. Si je devenais amoureux de vous, cela amuserait davantage. Eh bien, faites. Soupirez pour moi. Poursuivez mon cœur. Prenez-le si vous le pouvez. Je ne vous en empêche pas. C'est à vous de faire vos diligences. Me voilà. Je vous attends. Mais traitons l'amour à la grande manière, puisque nous sommes devenus maîtres. Allons-y poliment, et comme dans le grand monde. Ouida, nous n'en aurons que meilleur train. Je suis d'avis d'une chose. Que nous disions qu'on nous apporte des sièges pour prendre l'air assis, et pour écouter les discours galants que vous m'allez tenir. Il faut bien jouir de notre état, en goûter le plaisir. Votre volonté vaut une ordonnance. Harlequin, vite des sièges pour moi, et des fauteuils pour madame. Peux-tu m'employer à cela? La République le veut. Tenez, tenez. Promenons-nous plutôt de cette manière-là, et tout en conversant, vous ferez adroitement tomber l'entretien sur le penchant que mes yeux vous ont inspiré pour moi. Car, encore une fois, nous sommes d'honnêtes gens à cette heure. Il faut songer à cela. Il n'est point question de familiarité domestique. Allons, procédons noblement, n'épargnez ni compliments, ni révérence. Et vous n'épargnez point les mines. Courage, quand ce ne serait que pour nous moquer de nos patrons. Garderons-nous nos gens? Sans difficulté. Pouvons-nous être sans eux? C'est notre suite. Qu'ils s'éloignent seulement. Qu'on se retire à 10 pas. Remarquez-vous, madame, la clarté du jour. Il fait le plus beau temps du monde. On appelle cela un jour tendre. Un jour tendre. Je ressemble donc au jour, madame? Comment? Vous lui ressemblez? Eh, palsambleu, le moyen de n'être pas tendre quand on se trouve tête à tête avec vos grâces. Qu'avez-vous donc? Vous défigurez notre conversation. Oh, ce n'est rien, c'est que je m'applaudis. Rayez ces applaudissements. Ils nous dérangent. Je savais bien que mes grâces entreraient pour quelque chose ici. Monsieur, vous êtes galant, vous vous promenez avec moi, vous me dites des douceurs, mais finissons. En voilà assez. Je vous dispense des compliments. Et moi, je vous remercie de vos dispenses. Vous m'allez dire que vous m'aimez. Je le vois bien. Dites, monsieur, dites. Heureusement, on n'en croira rien. Vous êtes aimable, mais coquet, et vous ne persuaderez pas. Faut-il m'agenouiller, madame, pour vous convaincre de mes flammes et de la sincérité de mes feux? Mais ceci devient sérieux. Laissez-moi, je ne veux point d'affaires. Levez-vous, quelle vivacité. Faut-il vous dire que je vous aime? Ne peut-on en être quitte à moi? Cela est étrange. Que cela va bien. Nous sommes aussi bouffons que nos patrons, mais nous sommes plus sages. Vous riez, vous gâtez tout. ma foi, vous êtes bien aimable et moi aussi. Savez-vous ce que je pense? Quoi? Premièrement, vous ne m'aimez pas, sinon par coquetterie, comme le grand monde. Pas encore.
Mais s'il ne s'en est fallu, il ne s'en fallait plus que d'un mot quand vous m'avez interrompu. Et vous m'aimez, vous? J'y allais aussi quand il m'est venu une pensée. Comment trouvez-vous mon Arlequin? Fort à mon gré. Mais que dites-vous de ma suivante? Elle est friponne. J'entrevois votre pensée. Voilà ce que c'est. Tomber amoureuse d'Arlequin et moi de votre suivante. Nous sommes assez forts pour soutenir cela. Cette imagination-là me rit assez. Il ne saurait mieux faire que de nous aimer, dans le fond. Ils n'ont jamais rien aimé de si raisonnable et nous sommes d'excellents partis pour eux. Soit. Inspirez à Arlequin de s'attacher à moi. Faites-lui sentir l'avantage qu'il y trouvera dans la situation où il est. Qu'il m'épouse et il sortira tout d'un coup d'esclavage. Cela est bien aisé. Au bout du compte, je n'étais de ces jours-ci qu'une esclave. Mais enfin, me voici dame et maîtresse, d'aussi bon jeu qu'une autre. Je ne suis là que par hasard. N'est-ce pas le hasard qui fait tout? Qu'y a-t-il à dire à cela? J'ai même un visage de condition. Tout le monde me l'a dit. Pardi, je vous prendrais bien, moi, si je n'aimais pas votre suivante, un petit bras plus que vous. Conseillez-lui aussi de l'amour pour ma petite personne, qui, comme vous voyez, n'est pas désagréable. Vous allez être content. Je vais appeler Cléantis, je n'ai qu'un mot à lui dire. Éloignez-vous un instant et revenez. Vous parlerez ensuite à Arlequin, pour moi, car il faut qu'il commence. Mon sexe, la bienséance et ma dignité le veulent. Ils le veulent, si vous voulez, car dans le grand monde, on n'est pas si façonnier. Et sans faire semblant de rien, vous pourriez lui jeter quelques petits mots clairs à l'aventure pour lui donner courage. À cause que vous êtes plus que lui. Enfin, c'est l'ordre. C'est assez bien raisonné. Effectivement, dans le cas où je suis, il pourrait y avoir de la petitesse à m'assujettir à certaines formalités qui ne me regardent plus. Je comprends cela à merveille. Mais parlez-lui toujours. Je vais dire un mot à Cléantis. Tirez-vous à quartier pour un moment. Vantez mon mérite. Prêtez-moi un peu en charge de revanche. Laissez-moi faire. Cléantis? Merci. Effectivement, c'est une langue difficile. Je pense que vous vous rendez bien compte, en l'écoutant, à quel point elle est difficile. Oui, je pense que pour les étrangères, en plus, ça doit être très difficile. Australienne, parce que d'abord, il y a beaucoup de mots à double sens et que, comme la plupart du temps chez Marivaux, il y a une question des registres. C'est-à-dire qu'un domestique va utiliser un certain vocabulaire, un maître un autre vocabulaire, et quand le maître utilise le vocabulaire du domestique, ou inversement, comme c'est le cas là, le domestique, le vocabulaire du maître, ben, il se passe quelque chose de bizarre. D'abord parce qu'il y a des malapropismes, comme on dit, c'est-à-dire des mots qui sont utilisés d'une façon un peu douteuse, donc il y a ces fautes-là, et puis d'autre part, une certaine brutalité que les domestiques vont avoir avec les idées, c'est-à-dire qu'ils vont décider qu'ils font une conversation galante, mais en fait ils sautent rapidement quelques étapes parce qu'ils n'arrivent pas à soutenir le rôle bien longtemps, surtout Arlequin, parce qu'en fait, lui, très très vite, soit ça l'embête, soit il trouve ça drôle. C'est pas quelqu'un qui est dans la distance. On lui a demandé d'être Iphicrate, ou plus exactement. Oui, enfin, maintenant, l'acteur Arlequin se retrouve à être Iphicrate, et même le nom d'Iphicrate, hein, parce que son valet, maintenant, non seulement ils ont changé de nom, non seulement ils ont changé de costume, mais ils ont également changé de nom. Arlequin, lui, il a toujours son corps d'Arlequin, il a beau s'appeler Iphicrate, parce que tout le monde l'appelle comme ça, avoir le costume de maître, n'empêche qu'il n'arrive pas du tout à se comporter comme le maître a pu le faire, c'est-à-dire avec une certaine distance dans la conversation, et il va être rapidement débordé par lui-même, à rigoler quand il fait une blague, ou à prendre
Cléantis Euphrosine, à témoin qu'en fait, on est en train de se marrer et que c'est pas du tout sérieux ce qu'on est en train de faire. Mais il y a une dimension, là on est dans la dimension, je dirais, bouffonne et caricaturale, c'est-à-dire les maîtres croqués par les domestiques. Maintenant, il y a aussi l'éruption, et comme souvent chez Marivaux, du sérieux, qui va arriver d'un coup sur la scène, où maintenant, c'est-à-dire la suite de ça, Arlequin va essayer de draguer la suivante Cléantis ex-Euphrosine. Voilà, si vous arrivez à suivre. Donc là, c'est Arlequin devenu maître, va tenter l'approche de la suivante Cléantis Euphrosine. Arlequin arrive en saluant Cléantis qui sort. Il va tirer Euphrosine par la manche. Que me voulez-vous? Ne vous a-t-on pas parlé de moi? Laissez-moi, je vous prie. Là, regardez-moi dans l'œil. Vous devinez ma pensée. Pensez ce qu'il vous plaira. M'entendez-vous un peu? Non. C'est que je n'ai encore rien dit. Ne mentez point. On vous a communiqué les sentiments de mon âme. Rien n'est plus obligeant que vous. Quel état! Vous me trouvez un peu nigaud, n'est-il pas vrai? Mais cela passera. C'est que je vous aime. Et que je ne sais pas comment vous le dire. Vous? Pardi, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Vous êtes si belle. Il faut bien vous donner son cœur. Aussi, vous le prendriez de vous-même. Voici le comble de mon infortune. Oh, quelle main ravissante. Les jolis petits doigts. Oh, que je serais heureux avec cela. Oh, mon petit cœur en ferait bien son profit. Reine, je suis bien tendre, mais vous ne voyez rien. Si vous aviez de la charité d'être tendre aussi, oh, je deviendrais fou tout à fait. Tu ne l'es que trop. Je ne le serai jamais tant que vous en êtes digne. Je ne suis digne que de pitié, mon enfant. Bon. À qui est-ce que vous comptez cela? Vous êtes digne de toutes les dignités inimaginables. Un empereur ne vous vaut pas. Ni moi non plus. Mais me voilà, moi. Et un empereur n'y est pas. Et un rien qu'on vous voit vaut mieux que quelque chose qu'on ne voit pas. Qu'en dites-vous? Arlequin, il me semble que tu n'as pas le cœur mauvais. Il ne s'en fait pas plus de cette patte-là. Je suis un mouton. Respecte donc le malheur que j'éprouve. Hélas, je me mettrai à genoux devant lui. Ne persécute point une infortunée parce que tu peux la persécuter impunément. Vois l'extrémité où je suis réduite. Et si tu n'as point d'égard au rang que je tenais dans le monde, à ma naissance, à mon éducation, du moins, que mes disgrâces, que mon esclavage, que ma douleur t'attendrissent. Tu peux ici m'outrager autant que tu le voudras. Je suis sans asile et sans défense. Je n'ai que mon désespoir pour tout secours. J'ai besoin de la compassion de tout le monde. De la tienne même, Arlequin. Voilà l'état où je suis. Ne le trouves-tu pas misérable? Tu es devenu libre et heureux. Cela doit-il te rendre méchant? Je n'ai pas la force de t'en dire davantage. Je ne t'ai jamais fait de mal. N'ajoute rien.
à celui que je souffre. Elle sort. Arlequin abattu, les bras abaissés et comme immobile. J'ai perdu ma parole. Merci. Alors justement, tu as bien fait de souligner ce Arlequin abattu, les bras abaissés comme immobile. Marivaux est quelqu'un qui va intervenir énormément sur la gestuelle des comédiens. Et c'est quelque chose d'assez nouveau, d'assez inhabituel. C'est arrivé au temps de Molière, mais Molière jouait. Les comédiens ont l'habitude de se mettre en scène eux-mêmes, et en général, les auteurs ne sont pas toujours les bienvenus dans les théâtres, à l'époque. Peut-être aussi. Disons que les acteurs aiment bien prendre en main leur propre destin sur le plateau, et ne sont pas toujours d'accord quand un metteur en scène leur dit d'insister sur tel ou tel mot. Or, Marivaux, parce qu'il a énormément fréquenté les théâtres, et en particulier fréquenté la troupe des Italiens, il les connaît par cœur. Et il va leur demander en permanence plus. Il va être là aux répétitions, il va modifier son texte en cours de répétition, et il va écrire un grand nombre de didascalies qu'on a conservées, comme celle-ci, parce que souvent, elles remplacent du texte. Ce ne sont pas juste des mouvements de corps, il va s'asseoir ici, cela. Non, plutôt que d'avoir, tiens, je vois arriver le duc, ça va être des didascalies qui vont enlever ces mots inutiles pour que très rapidement les personnages entrent dans l'action. Pour qu'on évite justement ce verbiage. Alors il y a d'autres mots, il y a beaucoup d'autres mots, mais les autres mots, ils sont dans la pièce. Ils ne sont pas dans la décoration. Ce qui donne une grande densité d'ailleurs aussi au texte de Marivaux. Cette direction d'acteur que Marivaux aime faire, il ne la fait pas que sur ses pièces d'ailleurs. Quand il écrit dans Le Spectateur français ou dans les autres journaux dans lesquels il écrit, il parle beaucoup du jeu des comédiens. Il parle beaucoup en particulier de Sylvia, dont je vous ai parlé tout à l'heure, de Thomassin qui a créé L'Île, en leur demandant en particulier, j'aimerais que là, tu fasses comme dans telle autre pièce, de retrouver une intonation de telle autre pièce. Alors l'Arlequin ou la Sylvia vont dire, mais attends, cette pièce était une farce. Il dit, mais justement, je voudrais que là, Arlequin soit farcesque, mais il va le retirer aussitôt. Il va donc progressivement, notre Marivaux, utiliser sa connaissance et des gens et des registres pour créer une pièce en un acte, comme L'Île des Esclaves, qui a des dimensions bouffonnes par instant, des dimensions sérieuses à d'autres, des dimensions sentimentales à un autre moment, des dimensions politiques à un autre moment, mais on y va entièrement. C'est pas je suis un peu sentimental et en même temps cela, non. Et pour ceux qui font du théâtre, nous savons bien que c'est très difficile de jouer plusieurs états en même temps. En revanche, successivement, on peut. On doit bosser pour y arriver. On doit bosser nos secousses, nos articulations. On sait que, en fait, si on a des poteaux clairs, on peut y aller. Et sur la pièce sur l'Île des Esclaves, c'est construit de cette façon-là. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que c'est difficile, même sur une lecture comme ça, de s'en rendre compte, il y a des trajectoires qui sont en permanence saccadées. On commence une scène sur un registre, et puis tout d'un coup, parce que tel ou tel personnage découvre qu'en fait on est en train de parler d'autre chose, et bien la pièce part dans une autre direction, et puis ça va revenir. Mais ça donne un côté assez, comment on pourrait dire ça, étourdissant à ce texte, parce que très souvent on a l'impression d'une étrange chose, de quelque chose qui n'est pas, pour une scène entière comme celle qu'on vient de voir, qui est en partie bouffonne, et puis tout d'un coup va être sur un registre plaintif, parce que c'est un lamento que nous fait Euphrosine à ce moment-là. Et elle est loin de la délurée ou de la minaudière qu'on a eue dans une scène auparavant, où elle est décrite comme passant des heures devant son miroir, à répéter les mimes qu'elle va faire devant ses amants du soir. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire l'irruption soudaine de la vérité, dans un moment où on ne l'attend pas forcément. Là, c'est Arlequin qui est dans le mensonge. Alors qu'il croit être dans la vérité du sentiment, il est en fait dans le mensonge. Il est en fait dans sa propre illusion. Alors que elle, Euphrosine, à ce moment-là, elle est plus loin que lui, mais ça ne va pas durer. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant dans cette pièce, c'est que les personnages évoluent tout le temps,
et avance de 3 pas, pendant qu'il y en a un autre qui stagne, et puis ensuite celui qui stagnait va avancer de 3 pas, et dépasser celui qui... etc. etc. Et la pièce est construite de cette façon-là, parce que c'est une pièce où les personnages doivent se corriger, c'est le sujet de la pièce. Iphicrate doit se corriger parce que c'était un maître brutal et cervelé, je l'ai dit, mais Arlequin aussi. Arlequin, en lui proposant la liberté et en lui proposant le pouvoir, Trivelin lui a aussi ouvert un champ de possibles, et Arlequin va découvrir en lui des choses qu'il aurait peut-être préféré ne pas voir. Et c'est pareil avec Cléantisse, qui en fait était dans l'ombre de sa maîtresse, et toute contente de prendre le pouvoir sur sa maîtresse, mais va en abuser. Et en abusant, elle va être aussi punie pour ça. Et c'est d'ailleurs ce que va dire Trivelin sur la morale de l'histoire. Je souhaite, on va se l'ajouter, vous prenez la dernière scène, à la page 71, elle ne fait qu'une page, mais c'est aussi sur la clôture d'une pièce, c'est-à-dire que Marivaux, on est dans un mouvement qui dure, c'est une pièce qui dure à peu près 50 minutes, hein, si on la joue sans prendre des pauses de sociétaire ou d'inventer des choses qui n'y sont pas. C'est une pièce en un seul acte. Arlequin a décidé de ne plus être le maître d'Iphicrate. Cléantisse, elle est encore un peu en train de se tâter, mais elle y vient aussi. Elle ne veut plus non plus être en train d'humilier sa maîtresse, et inversement. Bref, la leçon a fonctionné. Et Trivelin arrive, alors que tout le monde est en train de s'embrasser et de se pardonner mutuellement. Et je fais Trivelin. Que vois-je? Vous pleurez, mes enfants. Vous vous embrassez. Ah, vous ne voyez rien. Nous sommes admirables. Nous sommes des rois et des reines. Enfin, final, la paix est conclue. La vertu a arrangé tout cela. Il ne nous faut qu'un bateau et un batelier pour nous en aller. Et, si vous nous les donnez, vous serez presque aussi honnêtes gens que nous. Et vous, Cléantisse, êtes-vous du même sentiment? Elle baisse la main de sa maîtresse. Je n'ai que faire de vous en dire davantage. Vous voyez ce qu'il en est? Arlequin prenant aussi la main de son maître pour la baiser. Voilà aussi mon dernier mot, qui vaut bien des paroles. Vous me charmez. Embrassez-moi aussi, mes chers enfants. C'est là ce que j'attendais. Si cela n'était pas arrivé, nous aurions puni vos vengeances, comme nous avons puni leur dureté. Et vous, Iphicrate, vous, Euphrosine, je vous vois attendri. Je n'ai rien à ajouter aux leçons que vous donne cette aventure. Vous avez été leur maître, et vous en avez mal agi. Ils sont devenus les vôtres, et ils vous pardonnent. Faites vos réflexions là-dessus. La différence des conditions n'est qu'une épreuve que les dieux font sur nous. Je ne vous en dis pas davantage. Vous partirez dans 2 jours, et vous reverrez Athènes, que la joie à présent, et que les plaisirs succèdent aux chagrins que vous avez sentis, et célèbrent le jour de votre vie le plus profitable. C'est la fin, parce qu'après il y a un air de divertissement qui en fait a été rajouté par Marivaux, par quelqu'un qui n'est pas Marivaux, pardon, a priori. La vertu, hein, vous avez entendu ce mot-là dans la dernière tirade de Trivelin. Il y a un phénomène dont je ne vais pas parler du tout au cours de la soirée, et pourtant il a eu son impact dans l'histoire des idées de ce moment-là, qui est tout simplement la naissance de la maçonnerie exactement à cette époque. En 1717, il y a les premières loges qui se créent à Londres. En 1723, il y a la traduction des constitutions d'Anderson qui arrive en France. C'est d'ailleurs des Français, enfin un pasteur défroqué qui l'a rédigé. Et on retrouve ces thématiques-là. Je me souviens d'ailleurs avoir noté quelques petites phrases aussi sur la comparaison, taratata, parce que sur la différence... Voilà, tout simplement, à propos de la différence de conditions n'est qu'une épreuve que les dieux font sur nous, dans la maçonnerie qui s'invente, il y a l'idée que tous les hommes, les frères en tout cas, sont égaux, et qu'il n'y a plus de différence de conditions. Dans le cabinet, avant l'entrée dans la loge, il y a « si tu tiens aux distinctions humaines, sors, on n'en connaît pas ici ». Alors j'ignore totalement, et je crois qu'on ne le sait pas, si Marivaux était maçon. En revanche,
Montesquieu l'était, il y avait une loge quasiment dans la rue du salon de Madame de Tencin. Il y a une quarantaine de loges qui naissent à Paris dans les années 1720-1730, enfin 1723-1730. Là-dedans, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il y a une discussion permanente sur les idées nouvelles, avec cette volonté de les mettre toutes au même niveau, quel que soit celui qui les apporte. Je ne suis pas en train de faire du prosélytisme là-dessus, je suis juste en train d'expliquer ce qui se passe avec ce mouvement d'idées, et en particulier la volonté qui est faite de pouvoir modifier la société en profondeur en modifiant l'homme. Alors, ça a donné un certain nombre de choses plus ou moins terribles. Je me souviens, j'en avais parlé tout à l'heure avec Ariane, d'une mise en scène de l'île des esclaves qui se passait avec Pol Pot, puisqu'après tout, la scène où Iphicrate est obligé de reconnaître tout ce qu'il a fait de mal, ça fait un petit peu révolution culturelle, quoi. En tout cas, c'était monté comme ça, c'est tout juste si les mecs n'étaient pas fouettés pendant qu'ils débattaient, mais en tout cas, il y avait une dureté qui était mise en évidence dans cette représentation, qui à part ça était quand même un peu pénible. Mais et il y en a une aussi, Guantanamo, il y en a une Guantanamo. Au centre dramatique de Montreuil. Ils sont en orange et tout ça, non? Oui, oui, il paraît, mais je ne l'ai pas vu. Mais alors, c'est vrai que cette pièce, l'île des esclaves, parce que justement, elle traite de ces sujets-là, c'est-à-dire qu'il y a un ordre social, et qu'en fait, à la fin, tout redevient comme auparavant. Le maître redevient le maître, l'esclave redevient l'esclave, et ils sont censés en avoir tiré de leçons intérieures. Mais ils vont revenir pour jouer leur rôle dans la société comme auparavant. Ça, c'est quelque chose qui nous choque. Parce que nous, on a l'impression, on se dit, après, il y a 1789 à la fin du siècle, on a un peu l'impression qu'il y a des germes révolutionnaires dans l'île des esclaves, et que, en gros, Marivaux ne va pas jusqu'au bout. À mon avis, c'est faire un anachronisme total, parce que d'abord, cette époque-là n'est pas du tout en train de remettre en cause l'ordre social, il est en train de dire que les hommes, eux, sont des barbares dans leur cœur, et qu'ils peuvent faire évoluer la société si eux-mêmes se changent intérieurement. La société, finalement, il n'est pas question de chercher un autre système politique. On n'en parle pas tellement à cette époque-là. En revanche, de dire que d'abord, il y a d'autres façons de raisonner que dans la religion, parce que s'il y a bien un personnage qui est absent de l'île des esclaves, c'est bien Dieu. Il n'en est absolument pas question, sinon de les dieux, de façon assez vague. C'est aussi à mon avis, d'ailleurs, pour ça que Marivaux place cette pièce dans l'Antiquité, pour éviter cette référence au christianisme. L'absence de Dieu fait que ce sont les hommes qui se prennent en charge. Et que là, ça change tout. Parce que à partir du moment où ils sont dans le dialogue entre eux, on arrive logiquement au mode de gouvernement qui doit être profitable au plus grand nombre. D'ailleurs, le mot profitable, le jour le plus profitable, c'est l'expression employée par Trivelin à la fin, pour dire que tout le monde y a gagné dans ce dialogue qu'ils ont eu ensemble. Alors, évidemment, c'est passé par le sentiment, c'est passé par la violence aussi, c'est même passé par quelques coups de bâton, mais tout ça se fait parce qu'il y a une réflexion derrière. Et là, je reviens sur ce qui est le sujet de cette conférence, c'est-à-dire que Marivaux, journaliste, romancier à ses heures, est en train d'inventer une forme de théâtre qui va aller jusqu'au mariage de Figaro, disons, peut-être du XVIIIe, pour ne parler que de cette époque-là, où on peut parler de plusieurs sujets en même temps, sans en mettre un par-dessus les autres, et sans dire « je ne traite que cela ». Ce que Marivaux traite, c'est toujours l'humanité dans toutes ses pièces, et à partir du moment où il dit cela, il doit la traiter dans plusieurs composantes. Et c'est ça qui nous touche. C'est-à-dire c'est ça qui en fait sa modernité aussi pour nous. Alors, le fait d'utiliser les codes, je vous ai expliqué comment il utilisait les codes du théâtre italien, mais il utilise aussi les codes de la bonne société, qui se voit elle-même dans les descriptions qui sont faites et qu'on n'a pas lu ce soir sur Euphrosine devant sa glace, qui ont l'air d'être sorties totalement des journaux de Marivaux, des descriptions et des conversations de salon. Parce que c'est une pièce qui évoque aussi les conversations de salon. C'est la grande époque où, avant la création de ce salon par Ariane, il y avait des salons qui se retrouvaient et qui parlaient de grand nombre de sujets, de toutes sortes. On pouvait aussi bien faire une expérience de physique que de débattre d'un sujet philosophique et de parler de la dernière pièce.
mais avec la volonté d'abord de faire en sorte que tout le monde puisse parler, quel que soit son niveau. C'est-à-dire ce n'est pas l'expertise, c'est l'honnête homme qui est mis en avant. Et l'expert, on va l'appeler pour qu'il s'exprime sur son sujet, mais il va y avoir, comme j'espère avec vous ce soir, aussi le débat. Parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. Et c'est ça aussi qui est beau avec Marivaux, c'est que les personnages dialoguent vraiment. Ils ne s'enferment pas dans leur bulle en essayant de se faire une introspection pour s'améliorer. Ça n'est pas du tout ça, l'île des esclaves. C'est une pièce où les gens progressent grâce aux autres. Ça aussi, d'ailleurs, ça fait partie des sujets maçonniques. Mais c'est l'idée du collectif qui va aider l'individuel et de l'individuel qui va aider le collectif, ça, c'est assez nouveau dans le théâtre à ce moment-là, et en particulier qu'on ne trouve pas dans les contemporains de Marivaux, qu'on ne trouve pas non plus chez Beaumarchais d'ailleurs, enfin en tout cas c'est une façon très différente, et c'est seulement, enfin pour moi c'est bien plus tard, je ne sais pas d'ailleurs s'il y a vraiment un équivalent à ça après, peut-être même chez Brecht à peu près, qu'on peut retrouver cette volonté, disons, de mélanger ces registres différents avec une confrontation de l'individuel et du collectif, mais dans l'idée que tout ce petit monde avance ensemble. Mais quand tu dis que c'est grâce aux autres, en même temps, dans l'île des esclaves, je veux dire, au démarrage, il n'y a pas du tout l'accord d'Iphicrate il faut un peu et de forcer, Strozine, hein, je veux dire, c'est quand même assez totalitaire, ce nouveau... après, il se trouve que... C'est brutal. Totalitaire, voilà, je dirais pas ça. Mais brutal, oui. On leur donne pas le choix. Hein. Non, on leur donne pas le choix. Non, non, c'est un renversement. On les force à évoluer. On les force à évoluer. On leur dit, vous ne pouvez plus rester tel que vous étiez. On vous inverse. Mais en fait, après, ils se rendent compte que cette brutalité était jouée. Parce qu'en fait, ils ne le savent pas, qu'après, ils vont revenir à leur position de départ. Ils ne le savent pas au début. On leur dit juste, si vous vous améliorez, vous allez pouvoir sortir de votre condition. Mais ils ne savent pas très bien ce qu'il y a derrière. Effectivement, il y a une brutalité. Mais ce qui est assez touchant, c'est qu'à la fin, il y a consentement. Alors au début, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de consentement, mais en même temps, on ne peut pas consentir à quelque chose qu'on ne sait pas. Parce qu'ils sont quasiment menacés de mort, parce qu'à partir du moment où on leur dit, bah, normalement on devrait vous tuer, mais maintenant, bon, on ne vous tue pas, on vous permet de devenir des esclaves, c'est quand même une menace de mort voilée, quoi. Oui. Donc, ils pourraient complètement se bloquer, se buter dans une situation, ils diraient, voilà, puisqu'on m'oblige... je ne fais rien, je ne pourrais pas. C'est exact. Maintenant la façon dont s'articule la stratégie de Trivelin, parce qu'après tout, Trivelin, Marivaux, enfin, en tout cas, disons, l'ordonnateur de tout cela, c'est que les anciens maîtres vont comprendre leurs péchés et leurs défauts en voyant ce que Arlequin et Cléantisse vont faire de leur état de maître. C'est pas seulement parce que regardez ce que vous aviez fait quand vous étiez maître. Non, c'est regarder de nouveaux maîtres qui agissent envers vous. Alors effectivement, ça revient à ne fais pas à autrui ce que tu n'as pas envie qu'on te fasse à toi-même, qui est un des fondements de la loi républicaine pour le coup, parce que je ne suis pas sûr que c'était appliqué comme ça en 1725. Mais effectivement, il y a cette bascule. Cette bascule, elle est... Mais cette bascule, elle est dans le corps, elle est dans la chair. C'est pas, tiens, si tu te mettais à la place de... Ah, c'est pas un jeu. Voilà, si tu te mettais à la place de l'esclave, c'est pas gentil d'être un méchant maître et d'être... Parce que regarde comment tu le fais. Non, c'est vrai, ça passe vraiment... Ça passe par l'intérieur. C'est-à-dire qu'il faut aussi que les gens sentent. Il est beaucoup question de sentir. Il ne s'agit pas juste d'arriver à un résultat par le raisonnement. Parce que là, ce serait, pour le coup, du totalitarisme. C'est-à-dire une sorte de démonstration que par la loi, je vais te faire ceci et cela. Non, là, il va falloir que les personnages ressentent la nécessité de se transformer. En fait, c'est la violence d'une initiation. Alors, je n'ai pas employé ce mot-là, mais effectivement, l'initiation aussi est à connotation maçonnique, mais pas seulement. C'est-à-dire pour qu'un personnage puisse... Elle est consentie. Alors que là, non. Là, on n'est pas dans cette idée-là, mais... En même temps, le spectateur, lui, est dans cette représentation-là. Et c'est aussi d'ailleurs la distance que Marivaux met, parce qu'en mettant un Arlequin, en mettant un Trivelin, en mettant des personnages de commedia dell'arte face à des personnages de Grèce antique plus ou moins fantaisistes, on n'est pas non plus dans un réalisme très fort. On est dans une mise à distance de la réalité permanente.
Et puis en plus, les situations sont des situations 1000 fois vues. De naufrage, de costumes, de masques, de tout ça. Donc ça permet au spectateur de faire un peu abstraction de tout ça et de se dire mais de quoi on parle en fait. Et les personnages, comme celui d'Iphicrate, Iphicrate est réellement le spectateur noble qui va voir la pièce. Il est suffisamment abstrait pour pouvoir contenir un peu tous les personnages nobles qui vont voir la pièce. Arlequin, lui, est un personnage qui appartient à tout le monde parce qu'il est dans la culture commune. Vous voyez comment Marivaux nous fait arriver par des choses extrêmement faciles, c'est-à-dire des entrées simples, Iphicrate est une entrée simple et Arlequin une entrée simple, faire des choses qui sont quand même extrêmement compliquées. Est-ce qu'il y a d'autres relances de débat? Parce que moi, Comment a été reçue la pièce La pièce a été très bien reçue. Elle a été jouée, je crois, 27 fois d'affilée, ce qui était beaucoup. Elle a été reprise en 1740 avec beaucoup moins de succès. Marivaux a essayé de faire deux autres pièces sur le même mode, à savoir l'île de la raison et puis la colonie. Alors, dans l'île de la raison, et je ignore totalement comment on faisait ça à l'époque, mais les personnages sont plus ou moins grands selon leur raison. Donc ceux qui sont idiots sont tout petits. Alors, évidemment, c'est une vue de l'esprit, à tous les sens du terme. Donc, quelqu'un qui est minuscule, eh ben, on cherche, on ne le voit pas. Donc, quelqu'un qui passe son temps à dire des bêtises, eh ben, personne ne le voit. Et puis, hein, mais qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? Enfin, ça a été... l'île de la raison a été un échec, hein, ça n'a pas fonctionné. Après, de toute façon, Marivaux a beaucoup d'autres pièces... il est passé de plus en plus aux pièces en 3 actes, disons, dans cette époque-là, avec d'abord la seconde surprise de l'amour. Je ne vais pas trop parler de Marivaux ce soir, parce qu'on n'en finirait pas, il y a beaucoup de choses à dire, mais disons que sa première pièce, celle qu'il a vraiment fait connaître, c'est La Surprise, en 1722, qu'il avait confiée, La Surprise de l'amour, pardon, qu'il avait confiée aux Italiens, mais en même temps, il n'était pas totalement satisfait de la façon dont les Italiens avaient joué La Surprise de l'amour, et donc quand il a écrit la seconde Surprise de l'amour, il est allé voir le théâtre français. Et puis là, ça n'a pas été génial non plus, donc après il est revenu aux Italiens. Il a passé son temps de toute façon à aller de l'un à l'autre. Là, c'était plus la guéguerre. Hein. La guéguerre, il y en avait eu une, mais c'était fini. En fait, les auteurs sont beaucoup allés d'un théâtre à l'autre, Marivaux en particulier. Dans la pièce, la grosse pièce qui date d'avant, c'est Le Prince travesti, il me semble. Oui, c'est Le Prince travesti en 24 et La Double en Constance en 23. Donc il a déjà écrit 2 de ses pièces majeures quand il écrit L'île des esclaves. Mais la même année, je ne sais plus quoi, c'est L'Héritier de village, je crois, qui a été joué avec cette pièce-là. L'Héritier de village est une pièce beaucoup moins intéressante, pas mal, hein, pas mal, un peu plus banale. Peut-être te libérer, toi, Xavier. Non, ça je t'écoute encore. Donc. Mais parce que comme il doit aller absolument à la sortie, dans un quart d'heure, à la sortie du Mouffetard, je ne veux pas le retenir trop longtemps. Je vais voir les catastrophes d'une deuxième. Non, tu les auras pas vues. Oui, mais ça a mûri pendant des années. J'ai aucune crainte. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Est-ce que dans la pièce originale de l'île des esclaves, il y a ce contraste entre le comportement d'Arlequin envers son maître et le comportement de Cléanthes envers Euphrosine? Dans la dernière pièce que j'avais vue, il y avait Cléanthes qui était très remontée contre sa maîtresse, et au contraire Arlequin qui l'a joué plus soft et qui avait moins de hargne envers... C'est vrai, Arlequin est plus philosophe, je dirais. Cléanthes est beaucoup plus hargneuse vis-à-vis de Euphrosine, clairement, c'est dans le texte, beaucoup plus bavarde. Hein. Il y a une scène, la scène où elle décrit Cléanthes décrit Euphrosine comme une peste, et une scène qui n'en finit pas, en tous les sens du terme, parce que Trivelin, qui écoute les doléances, à un moment donné, il dit bon, ça va, j'ai compris, et puis l'autre, ah oui, mais il y a encore le moment où elle faisait ceci, cela. Bon, c'est tout, sinon on la baïonne pas, quoi. Elle est pénible. Elle se lâche. C'est vraiment de la rancune. Elle se lâche, oui. Et alors c'est assez intéressant de se dire que c'était Sylvia, c'est-à-dire la comédienne fétiche de Marivaux, qui jouait le rôle de Cléanthes, alors qu'elle jouait souvent les maîtresses, justement. Puisqu'après, elle va jouer la Sylvia, justement, de Jeu de l'amour et du hasard. Énorme. Ils étaient ensemble, ils réglaient ses comptes. De quoi? Non, elle était avec Mario. Ah, d'accord. Qui était quelqu'un d'assez méchant. Elle a eu des enfants avec... Il la battait souvent.
Sylvia, oui, non, Sylvia est un personnage assez mystérieux. Et quand elle a joué le jeu de l'amour et du hasard, elle était enceinte. Oui. Ce qui fait qu'on sent dans le jeu de l'amour et du hasard que ce n'est pas deux jeunes qui se rencontrent, mais plutôt ce serait deux trentenaires maintenant qui connaissent une certaine expérience voilà, de l'amour. Voilà. Et ça se sent dans le texte. Ah oui, c'est ça. Vous n'allez pas nous en dire quelque chose du jeu de l'amour et du hasard? Vous voulez lire un petit quelque chose? Je ne sais pas, j'ai tellement répété, moi je veux bien vous dire plein de choses sur le jeu de l'amour et du hasard, mais c'est vrai que... Alors moi je vous incite fortement à aller voir le spectacle qui est merveilleux. Oui, alors on va le voir, alors on va s'organiser. Et peut-être que vous pourriez nous dire un tout petit mot sur la direction que vous avez voulu donner là à votre mise en scène. Alors, moi j'ai voulu faire ressortir justement l'abîme entre le maître et le valet, entre voilà, les maîtres et les valets. C'est-à-dire que le jeu de l'amour et du hasard, j'ai utilisé des physiques différents. Les jeunes premiers sont des jeunes premiers, j'aurais envie de dire à la Walt Disney, voilà, sublime et beau. Et les valets sont plutôt généreux, girons. Et ce qui fait que quand Sylvia voit arriver Harlequin, c'est une catastrophe totale. Et du coup, la pièce ressort dans son comique, parce que, évidemment, voilà, c'est la carpe et le lapin, quoi. C'est le cauchemar, quoi. D'un coup, tout ce qu'elle rêvait devient un cauchemar, quoi. Et évidemment, les jeunes, les valets, eux, vont se griser à ce jeu de dupes. Et on va pouvoir peut-être sentir les riches parvenus qu'ils pourraient être. Et je me suis un petit peu amusé à ça, c'est-à-dire par exemple, la réflexion qu'on a fait sur le costume de Sylvia, c'est de se dire, bon, qu'est-ce qui différencie finalement quelqu'un de riche de quelqu'un de pauvre? Donc, la piste qu'on s'est dit, c'est que finalement, quelqu'un de pauvre, il est très pratique, extrêmement pratique, parce qu'il doit se lever le matin, et puis avec son même habit, peut-être aller jusqu'au soir pour faire toutes les soirées. Donc, il va peut-être avoir un sac, un caouet, des poches, enfin, quelque chose de pratique. Alors que quelqu'un de riche, il va changer d'habit comme il veut, voilà, juste sur commande, avec... Et donc, par exemple, quelqu'un de pauvre va avoir une affection pour les accessoires et peut-être ne pas savoir s'en servir. Donc, par exemple, vous verrez Lisette qui arrive avec un boa, qui ne sait pas s'en servir, qui se le met comme ça à un moment donné. Elle va se coudre une poche sur sa robe parce que c'est plus pratique, etc., etc. Et on va jouer là-dessus. Sylvia qui va prendre la robe de Lisette, évidemment étant plus sylphide, va essayer de se faire quelque chose d'assez élégant avec cette robe. Voilà. Voilà. Donc on a joué sur l'intemporalité des costumes, et à la fois on voit bien le maître et le valet. Et puis, chose aussi que j'ai essayé de donner, c'est faire ressortir les deux personnages qu'on voit rarement, c'est le père et le frère. Parce que le père et le frère sont vraiment la vision du spectateur. On est, dans le jeu de l'amour et du hasard, on est dans un Colombo, on n'est pas dans un Maigret. On sait qui a tué, on sait qu'à la fin... mais on va voir comment ils se sortent des situations. Donc c'est intéressant parce que le spectateur est dans la connivence, et du coup il va rire de situations qui ne feraient peut-être pas rire sinon. Donc effectivement, il arrive que voilà, on va se surprendre à rire d'une situation, juste l'arrivée d'un valet, parce que c'est assez énorme. Voilà. Et le père et le frère, ce sont deux rôles très intéressants parce que c'est vraiment le frère, celui qui est taquin, quoi, tout le temps. Et donc, il y a
il y a vraiment deux mecs qui profitent de la situation pour se marrer. Et notamment la scène avec Sylvia, j'en fais vraiment un interrogatoire policier à un moment quasiment. Et vraiment, on sent deux gars qui poussent un petit peu au bout les nerfs de la pauvre Sylvia. Mais moi, j'ai utilisé aussi dans cette mise en scène 3 espaces. L'idée, c'était pour moi de montrer, pour montrer cette richesse un petit peu, c'est de se dire, voilà, on est dans un château, enfin, où on est dans un, je dirais, peut-être une demeure de campagne en Sologne. Donc, Mario et le père sont habillés en chasseurs, hein. Ils vont à la chasse, on entend des coups de feu, ils reviennent de la chasse. Il y a un petit côté, voilà, gentleman farmer. Et puis, on a 3 espaces. La chambre de Sylvia, un espace d'un salon qu'on sent du passage, où la convivialité et la confidence est difficile, parce que forcément, beaucoup de gens peuvent passer. Et puis, un espace de confession que je trouvais intéressant, qui est tout le 2e acte, qui est la cuisine. Finalement, les valets, pour moi, ne sont pas sortis de la cuisine. Et ce qui fait qu'on comprend pourquoi Dorante et Sylvia les recherchent. Parce qu'eux, ils n'osent jamais mis les pieds dans la cuisine. Donc ils se disent, mais où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Et d'un coup, ils arrivent dans la cuisine. Et dans la cuisine, ils les voient là, sur leur table, etc. Donc c'était un peu cette idée. Et puis, commencer par la chambre de Sylvia, finir par la chambre de Sylvia, avec la référence au verrou de Fragonard. Voilà. Et notamment à la fin, quand elle lui dit voilà, je vais sortir et on va voir s'il m'arrête, c'est le verrou de Fragonard qui est devant nous. Voilà. Et ce qui fait que voilà, on a essayé de. Donc ça bouge beaucoup. Il y a ces 3 espaces qui sont pour moi vivifiants parce que je ne voyais pas la pièce dans un seul espace. Voilà. Pour lui donner le côté. Je ne me souviens pas au niveau des didascalies ce que dit Marivaux par rapport à ça. Un seul espace toujours, parce que c'est en fait c'est les scènes classiques, c'est-à-dire qu'ils n'utilisaient pas des machineries immenses. Hein. Dans les pièces de Marivaux, il y a un seul espace. Voilà, c'est une toile peinte. Après, voilà, c'est plus simple à jouer. Et ça peut jouer d'ailleurs dans un seul espace. Mais je trouvais ça intéressant parce qu'il y a des choses qu'on n'a plus à jouer. Notamment, voilà, le fait que Dorante et Sylvia cherchent les valets, parce que quand ils arrivent dans cette cuisine, voilà, à un moment donné, Sylvia, pour masquer, prend un balai, on sent qu'elle ne sait pas balayer, qu'elle n'a jamais balayé de sa vie. Donc effectivement, la situation devient d'autant plus drôle, et à la fois extrêmement touchante et extrêmement forte. Et puis voilà, quand vous verrez la pièce, les valets sont... voilà, on joue vraiment là-dessus. Même Isabelle qui joue Lisette, même une fois qu'elle est maîtresse, elle ne peut pas s'empêcher de tout nettoyer. Quoi. Dès qu'il y a quelque chose de sale, elle ne peut pas s'en empêcher de nettoyer une tâche avec sa super robe et puis elle se rend compte qu'il ne faut pas qu'elle le fasse. Enfin, il y a tout le temps comme ça quelque chose en elle qui surgit. C'est comme ce que je disais sur Harlequin tout à l'heure. Il n'arrive pas à s'empêcher d'être Harlequin. Quoi. On a voulu lui mettre un truc... il y a un saucisson à bouffer, il va le bouffer. C'est pas très maître quand même de faire ça, donc il va essayer de le faire autrement. Voilà, et puis la musique Mozart, à vous dirais-je maman. Parce que je trouvais sympathique, je ne sais pas si vous connaissez ce morceau, il a fait des variations, et donc sur à vous dirais-je maman, qui est une comptine toute simple, et il en a fait un morceau d'une virtuosité énorme, et donc voilà, c'est vraiment Mozart domine, parce que c'est un petit peu aussi l'histoire de Sylvia. À vous dirais-je maman, ce qui cause mon tourment. Voilà. Pas la maman. Voilà. Puis ça donne, je sais pas, cet air-là donne une sensation de manège. Oui, c'est ça. De renversement. C'est ça. C'est tout si ça. C'était une boîte à musique. Ça. Et ça démarre comme un tableau de Boucher. Elle est sur son lit, un peu moins nue que dans... Mais enfin, elle est quand même bien déshabillée. Voilà, parce que je trouvais,
aussi intéressant de se dire que c'est le matin, Sylvia, tout d'un coup, a fait la noce, et elle se dit, ça va être fini, je vais devoir avoir un mari toute ma vie, quelle catastrophe. C'est pas possible. Je peux pas. J'ai envie... je trouve que Sylvia est extrêmement parisienne. Voilà, pour moi. C'est vraiment la parisienne par excellence. Et donc voilà, je l'ai aussi travaillé dans ce sens-là. Et l'habit de Dorante, il a imaginé d'être une espèce d'espagnol, de valet espagnol. Voilà, il y a un petit côté comme ça, très, très fou. Et alors, il y a une petite chose comme ça, si vous voyez la pièce, c'est qu'à la fin de chaque morceau, je mets des chants d'oiseaux. Alors ça, personne ne le sait, il faut vraiment l'entendre. Et donc le premier acte, c'est le canari, c'est-à-dire l'oiseau qui est en cage. Le second acte, qui est vraiment l'acte des valets, c'est le coucou. Bon. Et le dernier acte, c'est le rossignol. Le chant de l'amour par excellence. Voilà. Une petite touche comme ça. Ah, oui, voilà. oui, Pour les initiés. Voilà, ça doit être vraiment savoureux, difficile, parce que vraiment, Marco, c'est tellement subtil et difficile, ça doit être savoureux de mettre ça en scène. Ah oui, oui, non, en plus, moi, je me suis régalé, parce que là, j'ai vraiment une pléiade d'acteurs merveilleux. Là. Franchement, c'est vraiment des acteurs. J'ai joué dans la pièce le rôle. C'est-à-dire que Isabelle Andrani qui joue Lisette, c'est vraiment son emploi, quoi. Voilà. Je crois que d'ailleurs elle en est à la 3e ou 4e version. Donc voilà. J'ai pris vraiment les emplois. Donc les acteurs sont dans leurs emplois. Je ne voulais pas de changement, de choses comme ça, ou de choses un peu... Mais c'est d'autant plus difficile de jouer l'emploi. Des fois, parce que faut l'amener. J'ai voulu aussi un père qui soit élégant, qu'on n'ait pas le bon père raisonneur gentil qu'on a. Enfin, moi je le vois souvent comme ça, et ça me désespère parce que cet homme Orgon n'est pas gentil du tout. Il est simplement comme un homme qui sait tout. Donc il ne craint rien, donc il est gentil. Mais à un moment donné, quand même, il dit à Lisette, pourquoi l'aime-t-il? Pas très gentil. Et il y a plein de petites phrases comme ça qui sont pas très très sympathiques. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il trouve à ma fille? Mais pourquoi l'aime-t-il? C'est quand même un mufle. Ah oui, oui, c'est... Et même dans la scène qu'il a avec Sylvia, il la pousse à bout, quoi. Mais c'est pareil, il la pousse à bout comme un homme aime pousser à bout une femme. Voilà, c'est une espèce de sentiment taquin, quoi, qu'on voit dès l'enfance, où souvent il y a le garçon qui vient taquiner la fille, qui vient lui dire t'es comme ça, pour qu'elle s'énerve, voilà, etc. Et donc c'est vraiment le parti pris. Voilà. Et ça se joue combien de temps? Ça se joue jusqu'au 7 janvier. Je pourrais même avoir des tracts peut-être pour vous donner ça. Vous faites relâche le lundi? On fait relâche lundi, mardi, et ça se joue mercredi, jeudi, vendredi, samedi à 21h et dimanche à 17h. Voilà. Et on fait relâche le 18, c'est-à-dire demain, parce qu'il y avait une comédienne qui avait déjà un engagement, donc on n'a pas pu changer. Et on fait relâche le 25 décembre et le 1er janvier. Voilà. Parce que c'est pas vraiment des jours. Moi j'aurais encore une ou deux petites questions de novice concernant le théâtre de Marivaux. Déjà, je ne sais pas si tu as parlé du théâtre ambulant. Est-ce qu'au moment de faire ses premières pièces, que ce soit en Italie ou ensuite quand il l'a exporté en France, est-ce qu'il faisait ce système de théâtre ambulant avec un fond de scène et puis... Tu parles de la Commedia dell'arte. Oui, pardon, la Commedia dell'arte. Attends, je vais te libérer parce que Ouais, je suis chez et en plus il y a des masques à récupérer. Ah oui, Ça va.
ça au Shakespeare. Alors oui, théâtre ambulant. En fait, pour répondre à ta question, la commedia dell'arte c'est un genre, mais après il y a un grand nombre de troupes. Et dans ces troupes, il y en a qui sont friquées, il y en a qui ne sont pas friquées. Et il y en a de toutes sortes, et il y en a des tout petites qui vont de lieu en lieu, etc. D'accord, donc ça dépendait pas du style, ça dépendait de l'argent, ça dépend de des moyens qu'on avait pour mettre en scène. Les troupes de comédia pro, parce qu'il faut vraiment... c'est-à-dire que quand elles s'appelaient elles-mêmes, elles s'intitulaient Commedia dell'arte, ça voulait dire qu'elles étaient pros et qu'elles ne faisaient que ça et qu'elles ne jouaient pas d'autres répertoires. Et qu'on s'arrachait les acteurs qui allaient faire le Pantalon ou l'Arlequin, qui pouvaient être connus dans plusieurs pays. C'est 24 € la place. Là, j'ai des tarifs réduits, je crois, c'est ça. Oui, bah c'est 16 €, voilà. Oui. Quelle aventure. En revanche, elles sont très itinérantes, parce qu'elles vont de cours en cours, de ville en ville, surtout en Italie, bien sûr, mais pas seulement. Mais il y a 15 jours... Mais la France est vraiment le lieu qui a, comment dire, donné un théâtre fixe aux Italiens. Parce que c'était un spectacle. Tout à l'heure, je disais que en 1745, le théâtre de l'opéra comique. Opéra comique, ça veut dire opéra qui mêle de la parole et du chant. Carmen est un opéra comique. Ça ne veut pas dire que c'est drôle, juste que c'est un mélange de musique et théâtre. L'opéra comique a fermé en 1745 et a rouvert en 50, je ne sais plus combien, en faisant le lien avec les Italiens, c'est-à-dire que les troupes ont fusionné. Et le théâtre aujourd'hui, l'opéra comique, la salle Favart, boulevard des Italiens, est le lieu qui a regroupé les théâtres de l'opéra comique et le théâtre italien. Avec un répertoire qui, au début, mélangeait donc les deux répertoires. Puis après, ben, ça a bien changé avec le temps. Magazine, ils disent que c'est la plus belle mise en scène que la Comédie Française. Non, mais surtout que c'est très très drôle. C'est ça que j'ai vraiment apprécié, parce que j'en ai vu plusieurs des Jeux de l'amour et du hasard, où en général, comme celui du français d'il y a bien longtemps, comme ça quoi, là c'est vraiment tordant. C'est bien, parce que c'est pour moi c'est comme ça que ça doit être joué aussi, c'est-à-dire ce que tu as très très bien dit, c'est-à-dire qu'en prenant le type, en donnant à l'acteur exactement ce qu'il est, on s'amuse beaucoup parce qu'on voit comment il va essayer de se sortir avec ses atouts qu'on connaît. Alors que si on met tout de suite un contre-emploi, bah finalement, ce qu'il va inventer pour se sortir de la situation, c'est pas très drôle, quoi. Oui, voilà, puis Arlequin 17, ils ne s'aiment pas forcément, ils ont été mis dans le jeu, mais d'un coup ils se disent c'est pas mal d'être riche, d'avoir du pognon, quoi, voilà. Et donc voilà, c'est passé. C'est vraiment les parvenus, c'est complètement ça. On est vraiment chez avec le mauvais goût qu'ils peuvent avoir. Oui, ils sont d'un mauvais goût. C'est comme s'ils avaient gagné au loto finalement. Oui, mais c'est ce principe-là. Ouais, ils pourraient arriver avec 4 montres au poignet. Oui. Voilà. C'est ce côté assez. C'est des revenus en or, quoi. C'est ça, c'est tout ça. On est là-dedans. Ouais. Bon, mais merci à toi, Xavier. Un grand merci. Merci. Y a-t-il d'autres interventions, d'autres questions? Oui, j'en avais une deuxième. Je t'en prie. Quand tu as dit tout à l'heure que dans cette pièce-là en particulier, il n'y avait aucune intervention de Dieu, justement. Ce qui est très juste, on va vraiment parler d'un problème humain et les résoudre de leur côté. Est-ce que dans les autres pièces c'est pareil, ou Marivaux a déjà utilisé cette intervention-là divine, ou est-ce qu'il se débrouille toujours pour résoudre les choses de manière pragmatique? Alors, effectivement, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que c'est une innovation de l'île des esclaves, parce que... Voilà, très bonne soirée à tous. Merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Le théâtre du début du XVIIIe s'affranchit de la présence de Dieu. Alors, il y a la tragédie classique, qui, de temps en temps, et en particulier des tragédies bibliques, il y en a plein qui se jouent. Il y a énormément d'interventions de Dieu ou des dieux dans les opéras, dans les machineries. Mais ce théâtre-là est un théâtre qui se veut trivial, qui se veut
de gens relativement normaux. Marivaux, il ne fait pas intervenir, comme dans la tragédie, des personnages de haut rang. Ça peut être des contes et des choses, des comtesses, mais je veux dire, c'est pas des rois. La seule pièce que Marivaux a écrite comme ça, c'est Hannibal, qui est une tragédie en 1720, en alexandrin, où on a un personnage qui passe toute sa pièce à hésiter, savoir s'il va faire telle ou telle chose, et il ne fait rien d'ailleurs, donc il termine mal. Donc c'est un échec total, et Marivaux n'a plus jamais écrit d'autres pièces, enfin d'autres tragédies, quoi. Mais je ne dis pas que Dieu doit être présent, je dis juste que les personnages n'en parlent pas. Simplement, ils sont là avec... Il faut qu'on se démerde sur cette situation avec nos moyens. Et la République dont parle Trivelin est une République, je dirais, laïque. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de croire en ceci ou en cela. On a l'impression que c'est du domaine privé. Bon, Trivelin a un petit peu un côté prêtre, hein, d'ailleurs, hein, on ne sait pas trop, mais il est quand même quelqu'un qui donne des directives au début, et c'est pour ça que c'est très ambigu, hein, au début on peut se dire c'est quand même un gros salopard qui donne des ordres comme une sorte de dictateur, mais à la fin, pas du tout comme ça. De justicier plutôt. De justicier, oui, mais en même temps, d'abord c'est le bon bougre, parce que comme il le dit, il y a 20 ans on tuait les gens, et puis maintenant on les tue plus. C'est peut-être aussi son apport à lui, c'est-à-dire de rendre les choses plus raisonnables, de corriger, comme il dit. Il a un côté instituteur, un côté maître d'école, hein, de toute façon il y a cette dimension-là. J'ai vu souvent des Trivelins avec des petites lunettes, dans un uniforme d'un style de la Troisième République. Enfin, c'est quelqu'un qui a une mission, clairement. Alors après, cette mission, on l'habille comme on veut. Et de quel droit il a cette mission? Mais encore une fois, on est dans la parabole. C'est-à-dire que la pièce elle-même, c'est comme dans l'épreuve, c'est-à-dire qu'on dit on va faire ça. Il y a cette dimension, et tout à l'heure j'en parlais à propos du salon, qui est la dimension de l'expérience. Dans les salons, on fait des expériences d'électricité, de chimie, de physique, de toutes sortes de trucs. Marivaux, il fait des expériences avec les personnages. Il les inverse, il leur donne un autre costume, il va dire toi tu te mets là, et 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 on va voir ce que ça donne. C'est comme ça que se passent beaucoup de pièces de Marivaux. C'est un peu les affinités électives. On va se regarder finalement qui est attiré par qui en changeant. La double inconstance, le prince travesti, enfin... toutes ces pièces-là fonctionnent de cette façon-là. Où quelqu'un va définir que finalement, Arlequin, tu vas aimer un tel, et toi tu vas aimer un tel. Et on regarde ce qui se passe. C'est en ça que c'est une expérience. Et ces expériences, elles ne sont pas des expériences de brutalité, c'est des expériences de révélation. Le but est de voir ce qui va sortir de vrai de tout cela. Donc on est obligé de passer par le mensonge, de passer par la fausseté, mais le but du jeu, c'est pas d'être dans le mensonge et la fausseté, c'est pas d'y rester. C'est de trouver la vérité. Comme dans le jeu de l'amour et du hasard, où on va passer par un double mensonge pour arriver à une vérité. Mais sinon, on n'y arrivait pas. Et c'est ça qui est frappant et qui est touchant, justement. Parce que nous sommes dans des codes et dans des conventions qui font qu'on ne sait plus très bien discerner la vérité de l'illusion. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, tout à fait. Autre intervention? Moi, je voulais poser une question par rapport au masque. Les masques n'ont jamais été utilisés dans les pièces de Marivaux. Parce que nous, on voit la stylisation des on voit la stylisation des personnages, des Arlequins, mais en fait, on ne voit jamais de masques. À partir de... Même du vivant de Marivaux, les masques, on les laissait tomber. Alors, ça commençait, je dirais, à disparaître. Ça commençait à être utilisé sans être utilisé. Où on pouvait avoir le Thomassin, là, dont j'ai parlé tout à l'heure, a joué certaines pièces avec masque et d'autres pièces sans masque. Sans du tout de masque, pour les descriptions qu'on a de l'époque. Je ne sais pas à quel moment, réellement, ça a commencé à se faire. Oui, ou qu'est-ce qui a déterminé le fait que... Mais c'est vrai que, d'abord, ça dépend du répertoire aussi. Comme je l'ai dit, Thomassin, quand il faisait certaines pièces comme celle que j'ai lue tout à l'heure, qui était la pièce muette, je dirais, là, il devait sans doute avoir son masque. Il n'avait absolument pas besoin de l'enlever. Sur une pièce comme celle-ci, on peut se poser la question. Je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas comment c'était fait à l'époque. C'est-à-dire, est-ce que quand Iphicrate et Arlequin changent de personnage, est-ce que Iphicrate prend le masque d'Arlequin? Est-ce qu'Arlequin avait un masque? Je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un sait, moi je n'en sais rien. Je ne crois pas qu'on le sache.
C'est-à-dire que dans une pièce, il pouvait y en avoir qu'un éventuellement qui a un masque et pas les autres alors. Bah, déjà, il n'y a que les valets qui ont des masques et les vieux. Les amoureux n'ont pas de masque. Et comme Marivaux, il y a beaucoup d'amoureux déjà. La question se pose pour ça que je dis surtout sur Arlequin. Les amoureux n'ont pas de masque. Ils ont un maquillage parfois violent, mais ils n'ont pas de masque. D'ailleurs, tout à l'heure on l'a vu. Donc là, ils n'ont pas de masque, mais c'est encore préadapté. Là, ils ont. Alors après, il y a les masques complets et les demi-masques. Hein. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. On peut avoir des masques qui recouvrent tout le visage jusqu'au menton. Et la plupart du temps, c'est ceux qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire comme celui-ci, qui s'arrête au nez pour que la bouche puisse bien s'exprimer. Maintenant, au moment où le théâtre de foire ne faisait que du mime, si ça se trouve, beaucoup de personnages avaient des masques complets. Voilà, là par contre, on a le seigneur Léandre est un jeune premier, même si on a l'impression qu'il n'est pas tout jeune, mais il n'est évidemment pas masqué. Et les servantes, Franceschina ou Zerbina, ou enfin tous ces noms-là, ne sont en général pas masqués non plus, les servantes. C'est réservé aux hommes. Bien, je crois qu'on va s'arrêter là. Un grand merci en tout cas. Merci.